Salut, ça va? Salut. C'était quoi ce salut? C'était mon salut. Il a levé les mains en même temps. Oui, genre, c'était le pire salut. Très flippant, ouais, très flippant. Ok. C'est l'épisode... Bonsoir. C'est l'épisode 9. Presque 10. 10, ça sera un anniversaire. Il faut qu'on prépare quelque chose de spécial, Un gâteau. je pense. Ouais. Petite introduction, comme à l'accoutumée. J'ai connu de nombreuses histoires d'amitié étant plus jeune. Je pense que vous aussi. Souvent fusionnelles, elles me semblaient plus proches d'histoires d'amour immature, désir, jalousie, rupture. Maintenant, je suis plus vieux, en couple durable. Il m'est bien plus difficile de me lier d'amitié. Je me suis endurci. C'est plus rare pour différentes raisons, et les relations sont devenues plus distantes et raisonnées. Je me protège probablement des colocs relous. Pour l'anecdote perso, je me suis levé une nuit à 4h du matin, en pyjama, en semaine, et il se reconnaîtra, m'a présenté ses copains de soirée. J'étais ravi. Je me protège des vacances entre potes. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils dorment le matin? Ah non, pas de time's up, ils trichent. Ils se reconnaîtront et je les embrasse fort. Je me protège des On les dîners reconnaît aussi. qui virent au règlement de compte. Bref, l'amitié c'est bien, mais entre copains, le quotidien est source de tensions et les reproches sont légion. Autant de terrains glissants que je préfère éviter en me repliant dans le doux confort de ma solitude. Cela étant dit, pour venir ce soir, j'ai manqué une soirée pizza devant une série. C'est les vacances et j'ai dîné avec des amis. Bref, j'ai triple bafoué mon code, mais je suis heureux d'être avec vous pour parler de films d'horreur. Je suis pas ton pote. Hein. Voilà. Donc je suis avec Léo, vous l'avez reconnu. Ça va Léo? C'est pas vrai. Oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va. Je suis avec Lola, que je présente pas en dernier. Comment ça va Lola? Bah ça va. Moi j'espère que vous vous êtes remis de ma chanson du dernier épisode. Ah oui, c'est vrai, ouais. Vos réactions m'angoissent beaucoup. J'ai peur pour vous. Ouais, en réalité, on pensait pas revenir en fait pendant les vacances. On pensait se quitter là-dessus et en fait, Et en fait, je reviens après ça et Et c'est dur à assumer. Bon courage. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, et je suis aussi avec Camille. Ça va Camille? Oui, ça va. Moi, j'ai ri pendant toute ton introduction parce que je coche absolument toutes ces cases-là. Je suis en coloc, j'ai beaucoup trop d'amis avec qui je m'engueule. Enfin, c'est parfait. Voilà. Et je suis jalouse as fuck. C'est trop rapide au Time's Up aussi. Ouais. Laisse pas Thomas gagner, tu vois. Ok, et on va commencer avec les films du jour et on va commencer par Lola. Qu'est-ce que tu as choisi comme film, Lola? Alors moi, mon film, c'est The Invitation de Karyn Kusama. Well, Jesus. has he been like this a lot? So agitated? How has he been handling things? He can be self-destructive. I think he's doing the best he can. Something doesn't feel safe here. We don't see you for 2 years, and then all of a sudden, we get invited to this lavish dinner. Don't tell me that this is normal. What do you think is happening, Will? Ils nous ont plagié pour le thème. Ah ouais, c'est complètement notre générique, ça. Un truc bizarre. Ouais. On va se faire un paquet de fric. Brice, Voilà, ça sème, vous êtes où là? T'es sûr que tu t'es inspiré de rien pour... C'est eux Non, qui c'est se sont eux, inspirés. Ouais, faut pas inverser les rôles. Hein. Oh. Oh, mais je l'ai pas présenté. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas présenté. Je l'ai pas Avant que Lola parle de son film, j'ai pas présenté. Vas-y. Briggy Pop, Oh. notre zinzin de l'espace. Il est là. C'est lui qui régit le son. Notre rockstar. Alors, oui, The Invitation de Karyn Kusama. Donc c'est un thriller, on peut se poser la question de horrifique ou pas. Moi, je me pose la question. Après... Oh bah quand même. Je sais pas, libre à vous. Bref, c'est un film américain du coup sorti en 2015 avec Logan Marshall Green, qui est pas très connu, donc c'est celui qui joue Will. Enfin, moi je l'avais vu dans aucun film avant. Je crois qu'il a fait des petits trucs, mais pas... Il a joué dans Upgrade, le film de Leif Vanel. Un actionneur de SF qui est très chouette. Ok, bah qui était le premier film du mec qui a fait Invisible Man après, qui a fait le remake. Ok. Ok, bah non, je l'ai pas vu. D'accord. Tammy Blanchard qui joue Eden, qui je crois est plus une comédienne de théâtre, donc qu'on voit pas beaucoup au cinéma. Un
un autre acteur que vous connaissez tous parce que c'est Dario Naharis dans Game of Thrones. Attends, Moi, J'ai j'ai peur. pas tout vu. c'est qui ça? J'ai peur d'écorcher son nom parce qu'il est néerlandais. C'est Michiel, donc ça s'écrit M-I-C-H-I-E-L, Ah, Huisman. ok. Voilà, donc un prénom, voilà, que je suis désolée si j'écorche son prénom. Voilà, et qui joue aussi un des frères dans la chouette série de The Haunting of Hill House. Ah oui. Ah oui, Ah d'accord. oui, ouais, oui, ouais. d'accord, ça y est. C'est l'écrivain, là. Oui. Ouais, ok. Voilà. Le brun, là. Oui, Oui, le- d'accord, ouais, je Ça vois. y est, ça fait titre. Game of Il joue dans Thrones, Game of j'avais Thrones. pas- Ah ouais, bah, Ouais, Ouais, bah, c'est c'est le deuxième, parce que Dario, il y en a deux, enfin je vais pas m'étendre sur Game of Thrones, mais le premier est vite remplacé par cet acteur-là. Voilà. C'est un peu D'une saison à l'amoureux l'autre, de- il change d'acteur en fait. C'est l'amoureux de Daenerys. Ouais. Mais elle a que des amoureux, Daenerys. Attends, moi, je suis resté à Pascal Drogo, moi. Pascal Ah oui. Drogo. Pedro Pascal. Cette personne n'a pas vu Game of Thrones. Alors la suite. Ah, il y a aussi le monsieur qui joue dans Fargo, le truand. Oui, John Ouais. Carroll Lynch, John Car- ouais, très qui bien, joue Pruitt. Je ne sais pas comment on le prononce. Prout. Pardon. C'est Prout en fait, finalement. Oh putain. Ah non, mais On commence sur les chapeaux de roue. Allez, reprends-toi, Lola. Il je vous fais faut avancer. un petit résumé. Will et sa compagne Kira se rendent dans les quartiers chics de Beverly Hills chez Eden et David, qui organisent un petit dîner entre amis. Eden n'est ni plus ni moins que l'ex-femme de Will, avec lequel elle partage un lourd passé. Je vous spoil pas, enfin si je vous spoil, mais on comprend au bout de 5 minutes qu'en fait ils ont perdu leur fils dans un accident tragique, voilà, il était très jeune. Donc vous imaginez la grosse ambiance quand ils se retrouvent. Et bien sûr, ils sont pas seulement tous les quatre, sinon ça va pas trop d'intérêt. Il y a toute la bande d'amis qui est là, qui est au complet. Donc parmi lesquels on peut citer le couple de Tommy et Miguel. Il y a Ben qui arrive en célib, Gina. Son compagnon Choi qui est le retardataire et Claire qui est là aussi. La relou, chiante, Claire. Elle est un peu chiante. Hmm. Moi, je la Et en trouve même temps, sympa. c'est la plus maligne. Ouais. Non, mais je plaisante en vrai, elle est smart. Elle est smart. On comprend rapidement qu'ils ne se sont pas vus depuis un moment, ce qui rend leur retrouvaille d'autant plus gênante. Et en fait, Eden et David étaient au Mexique depuis 2 ans, dans une sorte de groupe, pour ne pas dire un autre mot, de deuil. Voilà. Et David fait un petit move sympa qui est un peu la cerise sur le gâteau. Il invite en fait aussi 2 inconnus qu'ils ont rencontrés également au Mexique, Sadie et Pruitt. Ouais. Je suis désolée, je l'appellerai Prout parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Ah ouais, on adore. On adore. Comme Prou dans Charmed. Ouais. Ok. Ah, Hmm. belle rêve. Ok, je vais essayer, mais je pense que ça restera Prout. Donc, on va surtout suivre les états d'âme de Will, qui est méfiant dès le début et qui cesse de répéter que quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Voilà, il est un peu relou d'ailleurs, mais a-t-il raison? Voilà. Donc, grosse soirée en perspective entre amis, grosse soirée de retrouvailles. Que vous dire sur ce film? The Invitation, c'est le 4e long métrage de Karyn Kusama. Alors, vous savez, d'habitude, j'ai justement pour habitude de donner des petits surnoms aux réalisateurs et réalisatrices avec leur nom et les premières lettres de leur nom et prénom. Sauf que là, Karyn Kusama, ça fait caca, donc je vais pas pouvoir faire cette blague. Oh là là. Bah ouais, mais je suis désolée, je m'en suis rendu compte en écrivant mon truc tout à l'heure. Je faisais mes trucs et j'ai vu caca partout. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas dire ça. Et Lola, ça fait 9 minutes 44 et t'as déjà dit prout et caca. Là. T'es grillé jusqu'à la fin. Tu le sais, là. Bah oui, mais bon, je vais devoir dire Karine ou. Bah, Karine, c'est très bien, Karine. Bah oui, mais on dirait que c'est ma copine, mais j'aimerais bien. Karine. Mais... Ouais, Karine, c'est ta copine. Je peux l'appeler Karine, ouais. Voilà, donc Karyn Kusama. Karine Benzema, pardon, désolé. Allez. C'est pire Allez. que Prout et caca. Allez, vas-y, là. Parce que. Des têtes qui vont tomber ce soir. C'est son 4e long et pour moi son plus connu avant, que j'ai regardé seulement aujourd'hui, mais ça serait Jennifer's Body. Ah bah oui. Avec Megan Fox. Tu l'avais pas vu avant? Je l'avais pas vu. Ah là 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 là. Alors t'as aimé? J'ai vachement aimé. Bah oui. Trop bien, Il est Jennifer's trop mal Body. noté, mais moi j'ai trouvé non. ça vraiment bien. Mais tu sais que c'est un film, c'est un film culte, genre assez Bah queer. oui, je machin. sais, mais tu vois, je savais pas que c'était Karyn Kusama.
Oui, pour moi, c'était le nanar du film un peu ado, horrifique. Ah non, ouais, pas du tout. Enfin, il a une aura particulière aujourd'hui. Ouais, mais... Genre, en fait, c'est 20 ans et tout, de façon assez régulière, je crois. Enfin, genre, ah là, ouais, maintenant, d'accord. je crois, cette année. Bon, bah, tu vois, moi, je l'ai vu aujourd'hui et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, avec Megan Fox, pour ceux qui ne l'ont pas vu. En ce moment, d'ailleurs, Karine Kusama, elle réalise et produit des épisodes de la très chouette série Yellow Jackets. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, elle a pas... Je crois que c'est seulement quelques épisodes. Elle en produit beaucoup, par contre. Ouais. Voilà, pour la petite anecdote. Bonne série, hein. Très bonne série. Qui traîne un peu dans son développement, mais c'est pas si mal. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas série. fini c'est 2 saisons pour l'instant. C'est sur les gilets jaunes Pas du tout. Ça aurait pu, mais non, mais je t'en parlerai après. Mais c'est très bien. Je pense que t'aimerais bien. Cool. Voilà, et c'est son mari à Karine Kusama, Phil Hay, qui est l'un des scénaristes de The Invitation. Il l'a écrit avec un autre pote à eux, j'ai pas noté son nom. Voilà, moi j'ai attrapé ce film un peu au vol quand il a commencé à être diffusé sur Netflix. J'en avais pas du tout entendu parler et c'était une grosse surprise parce que je pensais regarder un truc vraiment moyen et j'ai été très agréablement surprise parce que c'est un super thriller qui est, c'est pas mes mots mais je suis assez d'accord, qui est presque Hitchcockien sur plein de points. Voilà, et qui aborde du coup, comme je vous l'ai dit, la perte d'un enfant et de comment on survit après ça, comment un couple peut survivre après ça, et par extension comment un groupe d'amis peut rester soudé après un drame pareil. Donc voilà, c'est les grandes questions de comment peut-on continuer à soutenir, à se connaître lorsque des événements horribles de la vie surgissent. Donc là, c'est l'horreur absolue, c'est la perte d'un enfant, mais ça traite de manière plus générale la vie et comment les amis restent amis avec les événements de la vie, en fait. Et voilà, donc là, l'amitié, elle est traitée au travers d'une fausse politesse post-catastrophe au sein d'une réunion entre potes. Il y a cette fausse courtoisie qui reste obligatoire, qui donne l'ambiance hyper pesante du film. C'est très malaisant, Voilà, et Karine Kusama, justement, parle beaucoup de ça, parce que moi j'ai regardé beaucoup d'interviews d'elle, il y en a beaucoup si ça vous intéresse, elle parle beaucoup de The Invitation avec plein de journaux américains, et voilà. Elle en parle aussi, je fais une parenthèse, dans un podcast, c'est pour le podcast Verse. Bret Easton Ellis a un podcast. Ah oui. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain américain assez controversé, mais qui a écrit American Psycho et plein d'autres. Voilà. Il est très chouette. J'ai écouté l'épisode avec Karine Kusama où il discute justement de The Invitation. Après, il a fait un épisode avec Tarantino aussi. Moi, j'ai découvert aujourd'hui, donc je savais pas qu'il faisait ça. Et franchement, c'est bien. Après, il y en a qui le clash un peu, mais moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le film ou le podcast, le podcast de Bret Easton Ellis. Voilà, donc si ça vous intéresse aussi, ils en parlent et je crois que, en toute modestie, le podcast s'appelle BEE, Bret Easton Ellis. Voilà. En toute modestie, Une abeille, effectivement. Oui, donc Karine Kusama, elle parle beaucoup d'une société organisée dans laquelle on vit, qui est en quête d'ordre et de stabilité, qui tient finalement pas compte de l'expression individuelle. Elle trouve que en fait ce truc-là est synonyme de folie parce que c'est pas compatible et ça donne naissance à des situations de tension où les gens se comportent très bizarrement, même lorsqu'ils sont entourés de leurs proches et de leur famille. Et voilà, c'est d'autant plus triste d'ailleurs. Car oui, c'est une transgression absolue de se lever en plein dîner et de crier un truc du genre « Les gars, excusez-moi, mais ça me plaît pas, je suis mal, je m'en vais ». Personne ne fait ça. C'est vrai. Personne ne fait ça, alors qu'il y a eu plein de moments où je pense tous on a eu envie de faire ça, que ce soit avec des potes ou en famille, et pourtant personne ne le fait. Et donc, les 10 ans du bac, la soirée des 10 ans du bac. Moi, j'ai pas eu une soirée de 10 ans du bac. Ouais, moi, j'ai vraiment une fait une soirée des 10 ans du bac. Oui. Je peux te dire que ça fait mal. Hein.
Moi aussi, j'ai fait ça. Putain, C'était sérieux horrible, mais c'était trop drôle. Moi, on m'a déjà moi, j'ai proposé de adoré. revenir pour Ouais, faire. bah voilà, tu sais, tu vois. vous avez pas fait, vous, on m'a proposé de revenir pour le salon des métiers au lycée, mais j'ai jamais fait une soirée. Ah oui, mais moi, bac c'était pas avec, organisé par le lycée, c'était organisé Ah, par c'était des gens ah du ouais. lycée. Bah oui, c'est bah fou, pareil. ça. Mais vous étiez dans des promos, genre. Vous habitiez aux États-Unis ou quoi là Quasiment. On était dans le même lycée américain avec Ah, Camille. putain, vous avez fait D'ailleurs, un on bal de l'appelait- promo. et C'était tout, le quoi, en fait. quarterback, Ouais. je tiens à le signaler quand même. Camilla, elle était cheerleader. Tiens, moi, c'est Camilla. Ok. Ah, moi, j'ai jamais fait Moi ça. non hein. plus, moi non plus. Ah ouais, je te hein. rassure, on n'a pas eu ça. On a Ah ouais. des lycées de merde, je sais Mais pas. Ou tant mieux ah, pour nous. putain, Ça, ouais. c'est la jeunesse. Là, je... Tous ouais, perdent. c'est des Parce que nous, traditions qui se c'était perdent. hein. avant la chute du mur, donc Ouais, évidemment, évidemment. à l'époque, À c'était l'époque, la on- boom. Ouais. Ok, les C'était la boomers. fête tous les jours. Ok, les boomers. Franchement. Vas-y. Désolé. Oui, non, mais non, c'était très intéressant. Du coup, notre amie Karine dit très joliment que The Invitation parle de tolérer l'étrangeté. Justement, lorsqu'on est entre amis ou en famille. Rien ne va plus, là, c'est le Prosecco. Je dévoile pas les secrets de l'émission, s'il te plaît. Qui veut dire ami en italien. Ouais. Prosciutto, Camille, tu vas c'est devoir famille. arrêter de rire comme ça parce que je vais pas réussir à Je parler. me calme, j'arrête de glousser. Ok. Comme on disait tout à l'heure, enfin comme Léo disait tout à l'heure, la relou du groupe c'est Claire, qui est en Oui, fait non, mais c'est- la seule fille un peu maligne qui elle va transgresser et elle va dire à voix haute ce que je viens de dire avant. Les gars, votre soirée, elle me fout mal à l'aise. Je suis pas bien, je veux partir. Ouais, mais c'est vrai que ça fout mal à l'aise. Hein. Le Bah, moment bien où sûr. elle part. Mais on se dit tous en regardant le film. Ah ouais. En vrai, moi je me barre. Pourquoi ils je faisais- s'infligent ça, ouais. Mais en fait, Ouais. on se barrerait pas. Enfin, je pense pas qu'on se Je sais barrerait. pas. Si Moi, on je est pense avec- que je me barrais tout seul et j'irais devant la piscine là, à l'extérieur. Moi, vois, je en sais tout pas. cas. Tu vas faire ça cet été? Bah non, La mais semaine ça prochaine, va. tu Mais fais ça vous êtes Ok, pas dans on une vous dira secte. si Léo a fait ça. Alors, On Vous êtes vous dans dira- une secte parce que le truc aussi, peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que la maison, c'est la maison où Will a vécu Oui. aussi. C'est vrai. Et donc, c'est un espace qu'il connaît absolument. Donc, c'est très étrange, je trouve, de vouloir rejouer le quotidien alors qu'il y a eu 2 ans qui sont passés Ouais. et tout. Bah, il peut pas s'en empêcher, hein, je pense. Hein. Bah, tout à fait. Ouais. Et en même temps, moi, je sais que, vu ma personnalité, je serais restée jusqu'au bout du bout en me Ouais. disant, si ça se trouve, on va redevenir amis. Parce qu'en fait, ils sont plus amis du tout. Enfin, Ouais, Oui, non, c'est ça. ouais, En fait, c'est des étrangers, en fait. Le hein. groupe Voilà, a c'est ça. explosé et Ils ils font- essaient de se retrouver, quoi. Ils font semblant Oui. du début à la fin. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y a juste Claire Il qui y est a juste, assertive il y a et qui juste dit Claire non. qui se barre et les autres réagissent de manière complètement. Qui est la seule célibataire, d'ailleurs. Hein. By the way. Et d'ailleurs, elle est sûrement morte hein, quand même. Hein. Ouais, bah ça, on en parlera. On en l'histoire parlera ne le dit plus tard. pas, ouais. L'histoire ne le dit enfin, pas. bon, Mais l'histoire, ouais. mais voilà. du coup, elle se barre. Les autres, ils sont ultra choqués de son comportement. Ils tentent de l'en empêcher en la faisant un peu culpabiliser parce que Eden, elle a bien cuisiné pour tout le monde et elle s'est donné du mal à préparer la soirée, blablabla. Enfin, c'est surtout le gros relou David qui dit ça. Et en fait, il y a juste Will qui va se lever et qui va la soutenir en disant écoutez les gars, si elle est pas bien et qu'elle a envie de partir, laissez-la partir. Et puis c'est comme ça. Et donc elle finit par partir. Effectivement, comme dit Léo, on ne sait pas vraiment si elle part en vie ou en 1000 morceaux, parce qu'il y a le petit coquin de De Prout Pruitt. qui la suit pour décaler sa voiture. Enfin, vous verrez le film. Oui, elle est partie aussi parce que Pruitt a dit, fait tout un monologue pour dire qu'en fait, il avait tapé sa femme et qu'elle était morte et que. Ouais. Ouais, il a niqué l'ambiance. Et ouais. qu'il avait passé la phase du regret. Donc voilà, Pruitt, Ouais, ça fout une ouais. sale ambiance quand il Ouais. dit ça. Ça Pas fout ouf. une sale ambiance. Bummer. Voilà, donc que vous dire oui, ça se passe à Los Angeles, comme je vous l'ai dit, et c'est une ville très importante pour la réalisatrice parce que j'ai cru comprendre qu'elle avait vécu beaucoup d'aventures à Los Angeles dans sa carrière de cinéaste, que ça n'avait pas été tous les jours facile pour elle et que, en fait, moi je ne connais pas du tout Los Angeles, voilà, parce que je n'y ai pas vécu, mais visiblement, il y a une ambiance un peu comme ça qui est très connue à LA, de faux semblants, il faut bien se tenir, il faut pas dire les choses. Voilà. Et du coup, elle a trouvé que The Invitation était... Ça aurait pu se dérouler dans une autre ville, mais la meilleure ville Ouais, pour son film, c'était Carrément. LA. Voilà, moi j'ai trouvé que ce film était super bien construit. Il est très beau. Il y a une image un peu brute, mais moi j'aime bien. Ah, la réelle est chouette, hein. Franchement, la réelle est chouette. Voilà, on est plongé dans la tête de Will, donc, qui est le personnage masculin pendant tout le film, qui est très angoissé et limite parano, mais en fait, pas vraiment. On se demande, voilà, t'arrives à la c'est- moitié du c'est film et vrai tu te qu'on dis, se demande. Après, moi, je l'ai vu 2 fois et je crois que le deuxième vu que tu sais, bah oui. tu vois d'autres choses au Tu deuxième. saches, tu saches, tu saches.
tu me fais bugger le cerveau, c'est horrible. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est dans la tête de Will pendant 1h40 que en fait on a l'impression de délaisser les autres personnages qui sont en fait majoritairement féminins. Enfin, les personnages importants autour sont féminins. Et je trouve qu'ils sont quand même très bien écrits, très bien construits. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais moi c'est mon petit frère qui a fait une réflexion au début en voyant le film, en disant putain mais c'est bizarre les scènes, il y a une fluidité un peu bizarre. Et en fait c'est filmé en 120 images par seconde à plein de moments du film. Ah ouais. Parce que c'était Avatar 2 avant Avatar 2. Bah non, mais en fait c'est qu'elle voulait. Il y a beaucoup de ralentis dans le film. Vous avez pu remarquer, et elle savait pas trop quand les placer, elle savait qu'elle allait en mettre, et je crois c'était peut-être une erreur, mais par exemple au début du film quand Will et Kira arrive en voiture, c'est en 120 FPS, alors qu'il n'y a pas de ralenti, mais du coup c'est un peu étrange. Ça fait. T'es sûr que c'était pas la télé mal réglée Non. Après elle le dit. Après je n'ai pas tous les détails. Ah oui, elle du le film. dit. Ok. Ouais. Elle le dit. Moi je pense qu'il y a des scènes qui ont été sur le floues. j'avais pas fait gaffe. Ça doit Voilà. jouer de ouf. Ouais. Bah ça fait un truc un peu étrange, voilà. Mais en même temps ça fonctionne bien. Et puis bah ça lui permet à elle de faire des ralentis vachement chouettes. Mais ça va, il y en a pas trop quand même. Il y en a pas trop, c'est chiant, et puis ils sont bien justifiés parce que, comme disait Camille, ça se passe dans la maison dans laquelle le couple a vécu avec leur enfant, leur enfant. Et en fait, c'est une maison un peu étrange parce que c'est une maison de bourgeois où la salle à manger est à l'étage. Et donc, en fait, on a besoin de bien comprendre l'espace aussi, et les ralentis permettent ça dans le film. Et voilà, et par plein de processus cinématographiques que Karyn Kusama met en place et qui fonctionnent très bien, bah, elle nous amène doucement vers les 15 dernières minutes qui sont l'explosion de violence et de mort qu'on attend en fait pendant 1h30 et on dit putain mais donne-moi quelque chose, je t'en supplie Karyn. Et c'est vrai que sur la gestion de l'espace c'est bien fait parce que moi je me souviens du coup à la fin où tout se speed de ouf parce que y a un peu une course à la survie quoi. Tu comprends exactement un peu, enfin tu comprends où ils sont dans la maison. Bah oui. Et tu comprends ah oui là attends ils étaient à l'étage avant, là ils sont sur la piscine donc ça veut dire qu'on l'a vu tout à l'heure. Notamment par le procès, enfin où tu suis le personnage de Will qui se balade un peu dans la maison à la recherche de la chambre de son fils, et puis du même coup, quand tu suis les personnages qui vont à l'extérieur tu vois tout, et elle a bien géré ce truc là. C'est vrai que bah, c'est quand même, enfin c'est un huis clos hein, et franchement l'espace est bien géré dans le film et c'est plaisant à voir rien que pour ça je trouve. On comprend bien. Jamais paumé quoi. Bah c'est chouette les films où on comprend bien enfin qui se passent dans des maisons. Je pense à Men par exemple, tu vois, où la maison est très bien filmée aussi, et en fait on te la présente avant en mode là regarde, il va se passer des choses dans la maison, comprends-la bien avant qu'on te montre. Celui qu'on a vu sur le rituel avec la maison qui s'agrandit là, tu sais quand ça c'était pas mal aussi. Mais pareil, la maison était super bien montrée avant, et ça je trouve ça très honorable de réussir à filmer des maisons comme ça. D'autant que là, dans Invitation, encore une fois, la maison, elle est un peu. On n'a pas l'habitude de ces maisons-là. Encore une fois, tu vas pas pour dîner, tu montes pas des escaliers normalement. C'est clair. Et là, on te montre par des gros plans des pieds qui montent les escaliers que, en fait, tout le monde va s'installer à table à l'étage. Et voilà, moi je vous écoute. Ouais, je rebondis sur un truc que tu as dit auquel j'avais pas pensé en fait. J'ai vu le film 2 fois, mais j'y avais pas pensé. Effectivement, le cadre de Los Angeles est très bien choisi. Parce qu'en fait, tu vois ces espèces d'Américains hyper aisés, tu vois, des espèces de middle class, voire classe sup, tu vois, qui boivent du vin, qui en boivent beaucoup, dans des grands verres, tu sais, à l'américaine et tout. Tu vois, et ça, je trouve que le cadre de Los Angeles vraiment se prête très très bien à ce genre de décorum. D'ailleurs, tu vois souvent dans des séries ou des films qui se passent à Los Angeles, ce genre de regroupement dans des maisons, ce genre de communauté en fait, se réunir dans des maisons un peu du genre. Et effectivement, je n'avais pas fait gaffe au cadre, mais il me paraît très très bien choisi. Oui, et puis moi je dois ajouter que je trouve qu'il y a un propos politique au film. Alors je sais, j'ai pas du tout lu par rapport à ce qu'elle avait dit par son film, mais moi la fin du film pour moi elle est hyper politique en fait. Enfin je ne spoil rien parce que voilà, mais la fin du film ancre le film dans Los Angeles. Et pour moi il y a vraiment un rapport aux États-Unis, à la violence des non-dits aussi, à l'incapacité de rompre avec le cycle de la violence. En gros, c'est des gens qui ont vécu des trucs tristes et donc ça leur donne le droit, enfin des trucs violents, donc ça leur donne le droit de devenir violents parce que évidemment tous les Américains ont des flingues. Enfin, on le sait très bien. Donc voilà. Et le fait aussi que ce soit un couple mixte, parce que Will, sa nouvelle compagne, c'est Kira. Et d'habitude, les
nouvelles femmes dans ce genre de film, elles sont très maltraitées. Enfin, en fait, elles servent à rien. C'est un peu des faire-valoir de l'ancienne. Et c'est un super personnage. Et là, dans le film, exactement. Et là, il y a un retournement. C'est-à-dire qu'on passe de la fascination de l'ancienne femme qui est habillée en plus avec une robe très âge de Hollywood. C'est très gênant aussi ce truc de en mode on a fait 1 an au Mexique et ça y est, on est hyper ésotérique. Bien sûr. Et tu vois Kira qui arrive dans cette, qui est un peu le personnage qui est exogène, quoi, qui arrive et tout ça, elle se démonte pas et elle est dans un rapport de douceur et de justement de lui dire tu vas t'en sortir de cette douleur là, et c'est la seule qui écoute en fait le deuil de Will, alors que les autres c'est le personnage le plus puissant du film. Tout à fait. Et moi j'étais très contente qu'il y ait un personnage comme ça. Elle est très chouette, très bien. Et l'autre truc quand même, moi, que je voulais rajouter, c'est que je trouve que c'est important de parler de Karyn Kusama. Moi, j'en avais déjà touché un mini-mot, peut-être. Je ne sais plus si je l'ai dit. Il faudrait réécouter l'épisode. Mais en tout cas, c'est Karyn Kusama. C'est une femme qui a essayé de faire... qui, je pense, en fait, n'est pas reconnue à sa juste valeur, qui aurait peut-être dû faire plus de films que ce qu'elle fait, qui s'est un peu fait démolir, de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'en 2005, elle sort Aeon Flux, un film qui est adapté d'un animé, et elle se fait démolir parce que le film n'est pas bon. Alors moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas regardé, mais en tout cas, de ce que j'ai vu après d'elle, je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle dit, notamment d'Aux frontières de l'aube, le film de Catherine Bigelow, qui est un film qui est très marquant pour elle, et donc il y a une très belle interview où elle parle du film et où elle dit ce qu'elle en pense. Je sais pas si je l'avais dit dans l'épisode où j'en parlais, mais en tout cas moi je trouve que c'est quelqu'un qui a en tout cas des bons goûts, parce que même que moi en tout cas sur les frontières de l'aube, on embrasse Karyn, mais et puis je trouve qu'elle fait des films qui sont vraiment audacieux, Jennifer's Body, The Invitation, et puis on peut voir, elle a fait un très bon polar avec Nicole Kidman qui s'appelle Destroyer, sorti en 2018, que j'ai vraiment trouvé admirable. Et encore une fois, je trouve qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Oui, et absolument. Et je suis d'accord avec aussi le fait que je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est vraiment une mise en scène hyper bien pensée. C'est parce que c'est assez casse-gueule comme. C'est très bien construit, Exactement. Et il y a des mouvements de caméra sont super bien. Enfin, moi, ce que j'ai adoré dans toute la première partie, c'est le fait qu'on soit dans la tête de Will et qu'en fait, tu sais, en fait, elle joue avec l'idée que, en fait, ce qu'elle te montre, potentiellement, c'est pas du tout la réalité, c'est peut-être ce que Will voit. Et moi, j'aime bien quand on joue avec le cinéma comme ça, tu sais, qu'on en fait un truc un peu de trahison potentielle. Enfin, moi, j'ai eu très peur des flashbacks au début, en mode oh là là. Oui, ça, c'est un peu facile. Et en fait, c'est très bien amené. Il y a une cassure dans le réel, dans la lumière, dans la mise en scène, sur les moments qui sont du coup de son ancienne vie. Et c'est très subtil en fait. Enfin, c'est touchant et c'est joli, quoi. C'est pas avec des gros sabots de tiens un flashback, bim. Ça m'a pas du tout dérangé, au contraire. Il est bien construit. Et puis en plus, c'est celui-là, et je pense que Thomas, tu connais peut-être mieux que moi, mais en tout cas celui-là, il est complètement. Enfin, c'est un film indépendant. Je crois que les 3 autres avant sont indépendants aussi. Enfin, Jennifer's Body, je sais pas trop. Je sais pas à quel point. $1 million je connais de pas budget, suffisamment. Ouais, bon, ça va. Ça va, mais c'est honorable. Franchement, Enfin voilà. Et je sais pas, vous avez trouvé que c'était horrifique, parce que moi j'ai. Oui. Pour moi, c'est de l'horreur psychologique en fait. Tout le truc, tu sens la tension qui va monter, qui va exploser, et le fait que. Enfin, on sait très bien que ça va partir en vrille, mais on sait pas par où. Et puis, en plus, il y a plein de situations très bizarres dès le départ. Enfin, le personnage de Sadie, je crois que. Oui, Sadie, elle est terrifiante. On en a pas parlé, mais qui est une espèce de. Enfin bon, bref, je ne vous spoil pas ce qui se passe, mais c'est au bout d'un couloir, la porte est ouverte et en fait, elle devait être fermée, quoi. Parce que c'est un peu bizarre, quoi. Dès le début, tu sais que ce personnage, il y a un truc qui cloche. Oui, elle a pas bu que des tisanes au Mexique. Elle a pas bu que des tisanes au Mexique. Et c'est une phrase de transition. Et c'est une super transition. Super transition. Pas du tout. Elles sont de pire en pire, les transitions. Pour un film qui se passe au Chili. Voilà, parce que le Mexique et le Chili, il y a du pisco dans les deux endroits. Voilà. Oh, le pisco. Pisco, ça a l'air vachement bon. Bah, vas-y, transition. Et pisco. Excellente transition. On va passer au second film, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle de The Invitation. Second film qui est celui que j'ai choisi, qui s'appelle Magic. You just shut up! I just need to concentrate, okay? That girl is freaking me out. Is she possessed or what the fuck? What's his name? I thought I'd come by to see him again. Fucking crazy. Why is she doing this to me? I'm checked here. Hello?
Papa. I just want to get out of this place. I hate all of you. She's like mentally ill. Et extrait musical de qualité où on entend The Knife. C'est voilà. The Knife. Bah oui, c'est The Knife. Ah, c'est pour ça. The Knife. Donc Magic, film de 2013, réalisé par Seb Silva, réalisateur chilien. Film qui donc a presque 10 ans, et qui réunit Juno Temple, la grande Juno Temple, qu'on adore et qu'on ne voit plus assez, qui rejoint Juno Temple, Emily Browning et je l'adore aussi, qui est trop bien aussi, Michael Cera, j'adore, on l'adore aussi, et le frère de Augustin Silva, le frère de... On s'en fout, on l'aime pas, lui. On s'en fout. C'est juste le frère du réalisateur, en fait. Il est mignon, mais on s'en fout. Voilà. C'est le frère du ouais, super. Pistonné. Oh mince, j'ai oublié l'actrice qui joue Barbara, mais c'est pas grave. C'est Rose Byrne. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi elle a les lèvres blanches d'ailleurs dans le mais- film? Moi, j'ai pas compris ça. Mais... C'est pas on du en tout parlera Rose Byrne. après, peut-être. Oui, Ouais. elle a pas de se mettre du. Mais elle est connue. La Carmex. Bello, ouais. Non, elle est pas spécialement connue, mais. Pourquoi j'ai dit Rose Byrne? Je suis Non, tarée. mais elle Bon, a un vas-y. petit air de Rose Byrne, mais ça n'a rien à voir avec Rose Byrne. En résumé, alors avant de le résumer, quand même, pour vous dire que Sébastien Silva, avant, il n'avait pas fait grand-chose, et après, il n'a pas fait grand-chose de connu, en tout cas, et de notable. Ce qu'on peut souligner, c'est que le film a été tourné quasiment en même temps que Crystal Fairy, qui était son film précédent, qu'il a fait également en collaboration avec Michael Cera, qui est vraisemblablement, de ce qu'on peut comprendre quand on regarde des interviews, YouTube, machin, tout ça, en fait, les deux ont l'air d'être potes, le réalisateur et Michael Cera, et a priori, il est venu, Michael Cera, passer du temps en Amérique du Sud, au Chili, dans la famille de Sébastien Silva. Il a appris l'espagnol. C'était ma question. C'était est-ce qu'il parle, apparemment, il a vraiment appris à parler espagnol pour les films. Et donc, ils ont tourné ces deux films. Donc, Crystal Fairy, qui est beaucoup plus modeste et qui fait intervenir que Michael Cera et des acteurs amis du réalisateur. Et Magic, qui fait là intervenir un casting international, donc avec un peu plus de moyens, du coup. En résumé, donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'Alicia, une jeune américaine introvertie, avec vraisemblablement une fragilité psychologique, de ce qu'on comprend au début quand elle nous est présentée. Et donc, Alicia visite sa cousine Sarah, qui est en études au Chili. Elle va y rencontrer les amis de Sarah, donc son mec Augustine, sa pote Barbara, et puis Brink, ou je sais plus. Brink, qui est joué par Michael Cera, qui est le relou en fait de la bande. Donc, c'est un fils de. C'est vrai que c'est pas un prénom, Brink. Excusez-moi. Donc notre groupe se dirige dans la maison de vacances d'Augustine, dans le sud du Chili, sur une île. Et Alicia va connaître de nombreuses persécutions, de la plus insignifiante en apparence aux plus violentes, et sombrer peu à peu dans la folie. Voilà, pour le résumé du film. Moi, je trouve que c'est un film audacieux, parce que je ne crois pas avoir vu d'autres films que Magic qui ressemblait à Magic. Alors, évidemment, des films qui parlent de la folie et de la maladie mentale, il y en a énormément. Mais celui-ci, je trouve qu'il a pour particularité de reprendre la structure, la structure et les dynamiques en fait, d'un film d'horreur, mais tout en étant dépourvu de fantastique ou d'horreur mise en scène, en fait. En fait, les persécutions que va rencontrer Alicia et qui vont la faire progressivement sombrer dans la paranoïa et la folie, ce sont en fait des persécutions qui sont menées par un groupe, et ces petites persécutions, vont servir d'éléments un petit peu horrifiques et être mis en scène comme tels. Voilà. Donc le film a un montage avec un certain nombre de répétitions, en fait, qui c'est assez premier degré, mais le but du montage, ça a pour, j'imagine, objectif de persécuter le spectateur en étant dans le point de vue d'Alicia, qui se sent persécutée. Notamment, il y a une scène avec un chien qui l'agresse sexuellement, en fait. Horrible, cette scène, horrible. Ouais, qui est affreuse, tu vois. Mais en fait... j'ai très peur des chiens, maintenant. Alors, moi, justement, ce que je trouve très, très bizarre avec ce film-là, c'est qu'en fait, à chaque fois, les persécutions commencent très bien.
Ouais. Tu vois, c'est pas parce que là, la façon dont Elle tu est bizarre, le disais, ta phrase, Camille. non mais dans Elle le est sens, bizarre, ta dans le sens où la situation avec par exemple l'animal, en Oui. fait, ça commence très bien. C'est elle qui. Oui, elle le qui caresse, fait, il enfin, des petits bisous. Ah oui, et tu puis- vois ce que je veux dire, et il se retourne tu vois, contre elle. Oui, et en fait, il y a toujours un truc un peu. En fait, elle tombe. Enfin voilà, ça se passe mal, quoi. ouais. Donc c'est pas vraiment dirigé contre elle au départ, tu vois. C'est Oui. pas comme des scènes de cauchemar, par exemple, où elle serait poursuivie par un chien qui lui veut du mal. Tu vois, c'est Mmh. c'est Ouais, toujours bien un sûr. peu plus. En tout cas, ça le devient après. Oui, C'est-à-dire absolument. qu'à chaque fois, après qu'elle le rencontre, même si le chien Oui. a pas spécialement envie d'aller Oui. la voir, elle le voit comme un agresseur Tout à potentiel. fait, tout à fait. Et néanmoins, ce qui se passe avec le personnage de Michael Cera, dont j'ai oublié le prénom, Brink. En tout cas, lui d'emblée, il paraît hostile, je trouve. Enfin, C'est un gros loser. Il y a un gros connard, ouais. il a un petit côté. Non, t'es pas d'accord. Hein, Non, Moi, mais j'adore le non, personnage. non, mais je te laisse finir parce que je pense que c'est là tout l'intérêt du film, en fait. Ouais. Et en tout cas, moi, la différence de perception. Voilà, moi Ouais. il me paraît comme quelqu'un d'hostile dès le début, il la note, il donne une note sur 10, enfin tu vois, des trucs de relou qui d'emblée sont à mon sens des red flags, mais qui sont, je veux dire, des traits qui sont progressivement tirés au fur et à mesure que le film se déroule et qui sont dans l'interprétation du film à la fin, en tout cas relativement univoque, quoi. Brink est un relou, et voilà. Je trouve aussi qu'il y a certaines ambiances sonores dans le film qui sont extrêmement oppressantes. On peut noter la scène du début du film, dans laquelle elle coince le CD de Minnie the Moocher. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Minnie the Moocher, mais bon, une fois ça va, deux fois tu tolères et trois fois tu te jettes par la fenêtre. Quoi. Ah ouais. Et même tous les chuchotements dans la maison de pièces d'à côté, de gens qui parlent. Les perruches vertes qui ouais, arrêtent pas de perruches, hurler à sa ouais. fenêtre. Vous avez oublié le chiot. Ça, c'est le ça, chiot dans la bagnole. Le ouais, chiot dans la ouais. bagnole qui revient. ça m'a mis trop mal. Voilà. Ça m'a- Et puis les hurlements de Alicia qui à la fin finissent par On pourrait refaire une minute Brigitte Bardot. Oui. ou pas. Mais bon, vous n'en voulez pas. Donc Pauvre petit oiseau. Voilà, donc des ambiances sonores que je trouve très réussies, un casting que je trouve particulièrement bien trouvé, avec des personnages qui sont crédibles et des personnages qui représentent, qui sont assez crédibles en fait dans ce qu'ils ont de plus vil. Donc Brink, le harceleur. Il y a Augustine Le Couard, Barbara, bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle est quand même passif-agressive au possible. Elle n'est pas sympa, Barbara. Voilà, elle est pas. moi, j'aime bien Barbara. Mais, Ah ouais. mais je suis sûre que c'est ça l'intérêt du film. C'est qu'en fait, genre vous êtes vraiment du côté d'Alicia dès le début. Bien sûr. Ah, bah, Alors que moi, oui. pas du tout. 100%. Genre, Ces gens-là sont ok, pas. bah, pas du attends. tout. Mais on va en parler. Ah, on va en parler, c'est trop bien. Voilà. Ce que je. Alors après, il y a des points dans le film auquel on a un petit peu réfléchi avec Diane quand on l'a vu, parce que Diane, ma conjointe, c'est un film qui lui a beaucoup. Elle est sur le canapé derrière. Ouais. On Non, lui mais- fait un gros bisou. Elle est flattée, je crois. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un gros zoom sur elle s'il vous plaît Non, mais en tout cas. On mettra une photo de Diane. Mais non, arrêtez avec Diane. Mais en tout cas, Diane, ça l'a beaucoup choqué, ce film, ça l'a beaucoup malmené, et je la comprends. Parce que moi, je l'avais déjà vu une première fois, ça m'avait déjà choqué la première fois. La deuxième fois, c'est passé un peu plus facilement. Moi, il m'a mis vraiment pas bien Ouais, ce film. la première fois, je conçois que ça déstabilise un peu. Et donc, on a relevé, en tout cas en y réfléchissant, cette imagerie un peu christique, en fait, qu'on retrouve dans le film. Et notamment dans le personnage d'Alicia, en fait, qui est un peu martyrisé, qui vit une sorte de calvaire. Il y a aussi des plans sur les moutons. Enfin, il y a ce genre de... Je me disais bien que ça venait pas de toi, cette idée. Ce genre... C'était forcément Diane. Les tableaux et tout. Ce genre d'imagerie qui est un peu La déployée. réflexion Je te remercie, intelligente, voilà. c'était pas Clair toi. obscur. C'était forcément Diane. Ah oui, évidemment. Évidemment. C'est notre muse à tous. Beaucoup de clair-obscur, c'est vrai, dans le film, quand même. Beaucoup de scènes de nuit. Ouais, il y a beaucoup de scènes de nuit et une lumière qui est pas forcément naturelle, mais en tout cas qui est assez bien maîtrisée, je trouve, notamment la scène pendant laquelle elle est au téléphone avec sa cousine Sarah devant la maison et où il y a, je pense, une fausse image de nuit, un faux clair de lune, mais qui est en tout cas assez... Même la scène où elle est sur le rocher à la toute fin, ça fait très lumière assumée dans le sens, en tout cas, tu sais, des films des années 70 où on s'en fout en fait d'avoir une lumière crédible de nuit. En fait, juste on veut voir ce qui se passe et on veut accentuer certains trucs. Et très bon parti pris, je trouve. Ouais. Oui. Les années 70, le Caravage. Je connais bien le Caravage.
Il mettait des pattes def. Bah, il était à Woodstock. Hein. Pas de chouli, pas de def, le Caravage. Ouais. Non, mais Pas de chouli. en tout cas, voilà, une lumière que je trouve, en tout cas, assez bien travaillée, même si je pense que ça n'a pas forcément été très très bien calculé, parce que je pense que le film, c'est un film à petit budget et l'équipe était relativement réduite de ce que j'ai cru comprendre quand le réalisateur et ses acteurs principaux en discutent. Et puis, un dernier point quand même que je trouvais... encore une fois, c'est une idée intelligente, donc que j'ai pas eu tout seul, hein, qu'on a eu à plusieurs, mais à deux. Mais qui venait du choix de l'avortement comme élément scénaristique c'est vrai. en background, donc parce que caché même pour le spectateur en fait, voilà, quasiment quoi. Voilà, il faut quand même dévoiler dans l'intrigue que le personnage de Sarah, donc la cousine, qui est le point de repère du personnage principal qui est Alicia, eh bien le personnage de Sarah subit au début de l'histoire une intervention dont on comprend qu'en fait elle ment, elle dit qu'elle doit repasser un examen à la fac, mais en fait on comprend assez rapidement qu'il s'agit d'un avortement et elle ment à l'ensemble du groupe pour dire qu'elle est retenue pour d'autres raisons et en fait donc elle est avortée et revient 2 jours après et en fait cet avortement est quand même mis en scène, en tout cas est quand même fait partie de l'histoire et de l'intrigue, parce qu'on la voit saigner, parce qu'on la voit partir, parce qu'on la voit revenir. Parce qu'on voit son abruti de copain aussi. Et parce qu'on voit son abruti de mec qui réagit pas de manière optimale. Non, pas du tout. Mais tu penses qu'il veut dire quoi le réel Parce que c'est vrai que moi j'avais un peu zappé cette partie avortement. En fait, moi, justement, c'est une parce que question... justement, je l'ai zappé, donc bah ouais, mais tu vois, c'est une question que je me pose, parce que ce qu'il faut savoir... c'est que je me suis renseigné, mais qu'actuellement l'avortement au Chili, en fait, c'est un truc qui est pas strictement légal. C'est-à-dire que tu peux, qui est même en fait pas légal du tout. Tu peux avorter, de ce que j'ai compris. Après, je suis pas au point sur la législation exacte au Chili, mais en tout cas de ce qu'on peut voir quand on fait un peu de recherche dans Google, eh bien c'est que l'avortement libre est pas complètement légal. Et donc, tu peux avorter pour des raisons médicales ou pour des raisons de viol ou tout ça. Mais en tout cas, l'avortement en tant que geste que tu peux, enfin, en tant qu'acte qui peut intervenir à n'importe quel moment selon le choix de la personne, n'est pas quelque chose. Donc, il y a une dénonciation de la politique au Chili aussi, tu penses Il n'y a pas de dénonciation, mais d'un autre côté, cet élément-là, il est mis en arrière du récit pour te montrer quelque chose d'autre. Donc, en fait, j'ai quand même l'impression que c'est pas choisi strictement au hasard. C'est un signe, signe d'engagement. Et donc voilà, donc je trouvais que c'était effectivement un point en arrière-plan, comme dans la société chilienne, peut-être aussi. Du coup, c'est un truc dont on parle pas, quoi. Ouais. Un peu comme le rapport au médecin et à la médecine dans le film, en fait. C'est ça, parce que moi je trouve que ça participe vachement à cette truc. Parce que voilà. Alors vas-y Camille, parce que depuis tout à l'heure tu me regardes. Non, mais parce que je vous regarde tous. Hein. Non, mais c'est parce que justement, moi je trouve que l'intérêt de ce film, il réside vraiment dans la perception qu'on a de la relation de ce groupe. En fait, moi j'ai eu cette sensation parce que il faut dire que les 45 premières minutes du film, je dirais, en fait, c'est juste une fille qui connaît pas les gens avec qui elle vit et qui, en fait, est quelqu'un d'extrêmement timide, extrêmement dans une anxiété sociale très forte. Enfin, je veux dire, des attaques de panique. Hein, exactement. Et puis, et donc, il prend très, très à cœur. Oui, elle a une fragilité. Enfin voilà, parce qu'il faut dire un truc, c'est que le groupe, il parle souvent en espagnol et elle parle pas espagnol. Donc, par exemple, on sent que ça la trigger très vite. Enfin, que très vite, elle supporte pas ça et qu'on n'arrête pas de dire, il faut parler en anglais pour Alicia. Il faut parler en anglais pour Alicia. Et puis, elle prend ses manches. Elle fait partie de ces gens qui portent leurs manches très, très bas sur les poignets. Enfin, comme une petite fille en fait. Enfin, genre, elle est très, très en insécurité très vite. Et elle s'habille avec plein de couches de vêtements. Oui, mais moi, j'ai un peu comme une petite fille aussi. Ouais. Et elle a peur de la pluie quand ils partent dehors. C'est ça. Juno Temple, genre, joue extrêmement bien et elle joue une toute petite fille. Enfin, vraiment une chose extrêmement fragile, extrêmement douce et voilà, mais qui moi au début du film
Enfin, j'avais la sensation de voir quelqu'un qui est en fait très anxieux d'être dans un groupe de gens qui se connaissent, qui a du mal à supporter d'avoir du contact avec les autres, et donc qui a tendance à imaginer des intentions qui ne sont pas celles des autres. Bien sûr. Dans le cas de Barbara, par exemple, en fait, Barbara, c'est une fille qui fait ses révisions et qui a un caractère un peu trempé et tout, et donc elle la voit comme une antagoniste absolue. Alors qu'en vrai, Barbara n'a jamais clairement dit genre je te déteste, tu vois. En tout cas, au début du film, c'est pas dit, tu vois. C'est juste qu'elles sont un peu brutes. Elle est un peu brute. Non, mais elle est pas très sympa, tu vois. Elle lui met quand même dans le visage. Elle l'a fait chier en fait. Oui, elle est pas très gentille, tu vois. Elle est un peu passive-agressive. Elle fait tomber son ordinateur dans l'eau dès le début. Voilà, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis elle est un peu maladroite, tu vois. Alicia, elle est commence à changer le plan de sa chambre à minuit et demi. Donc l'autre, elle met la musique plus fort pour lui dire, en fait, tu me saoules, tu vois. Et donc, moi, je trouve que c'est des rapports vraiment. Alors pour le coup, je trouve extrêmement bien montrés parce que c'est des rapports qu'on a, je pense, tous vécus et qu'on peut tous vivre en général. Tu vois, t'arrives dans une soirée, en fait, les gens sont pas très chaleureux, et tu te dis, super, je vais mettre sur le côté. Mais en fait, en plus, si t'as une anxiété, alors là, c'est la fin. Le truc, qui m'a. Ce film, comme je disais tout à l'heure, il m'a mis vraiment pas bien, et en fait, même si on admet du coup effectivement que c'est une question de perception, parce qu'en fait, on voit les choses par le prisme d'Alicia, ça c'est sûr et certain. En fait, ces gens-là, ils sont pas du tout bienveillants avec elle. Enfin, il y a un gros problème de bienveillance. Tout à fait. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça, pour moi, la question de la perception, c'est vraiment au début du film que ça joue. C'est-à-dire que le caractère répété de ces agressions, au bout d'un moment, est quand même. Et en fait, le fait que même ça se répète avec justement la question de l'avortement, où en fait, ils prennent pas soin les uns des autres, tu vois. Et c'est même pas que c'est contre elle, c'est en général dans leur rapport d'amitié, ils ont pas du tout un rapport les de. Les deux mecs entre eux, c'est pareil. En fait, ils se foutent plus ou moins sur la gueule. Mais c'est surtout que balance des nions hyper violents. Michael Cera, là, qui joue Brink, pour moi, il y a un sujet d'homosexualité refoulée extrêmement forte. En fait, il désire son pote pendant tout le film. Il est jaloux comme un pou. Genre, j'ai vraiment 90 ans. Moi, j'ai dit faire une recherche dans Google. Quand tu peux y aller en chien, il essaye de. C'est le premier truc qu'il fait, c'est mettre sa tête dans les fesses de son pote. Bien sûr. Et puis il est en boucle sur c'est où que vous avez fait l'amour de façon un peu insolite. Et il se masturbe en parlant à son pote le soir. Genre, ok, Brink. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est assez évident. Donc ça se sent et tout, et justement là où le film est, je trouve, très intelligent, c'est que il te fait revoir un peu ta perception en te disant, en fait, tu penses que peut-être Alicia, elle est un peu relou, tu vois, elle en fait un peu des caisses, et en fait, au fur et à mesure, tu comprends que non, en fait, elle a potentiellement une maladie mentale, je veux dire une psychose, quoi. C'est ça, et elle a besoin d'aide, en fait. Et plutôt que de lui apporter de l'aide, en fait, ils sont tous dans un rapport de. Mais complètement. Moi, c'était ça. Moi, et ça, c'est dur. Parce que Thomas, quand tu racontais quand tu faisais un petit résumé tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a fait me poser la question de. Tu penses qu'elle est folle avant d'arriver ou qu'elle devient folle en tout cas, elle t'est présentée. Folle, c'est pas un gros mot quand je dis folle. Est-ce qu'elle est psychiatriquement malade avant d'arriver ou... En tout cas, elle t'est présentée comme quelqu'un, comme le disait Camille, qui a probablement une fragilité. Oui. C'est-à-dire qu'elle est en insécurité, qu'elle est très introvertie, que. Et puis elle a le décalage horaire, en plus elle dort pas. Elle est fatiguée, elle dort pas. Il y a beaucoup de choses qui se cumulent. Dès le début, sa cousine dit, elle est un peu dès le début en fait tu comprends que sa cousine elle est un peu gavée parce qu'on lui a collé sa cousine du coup en vacances c'est quoi. Ça la mère d'Alicia c'est elle qui a eu l'idée en fait. Tu comprends que potentiellement tu vois elle a été poussée à venir là parce qu'elle est très introvertie. C'est ça. Et elle est présentée, elle est méga infantilisée par sa cousine qui l'appelle My Baby Cousin, qui lui donne des surnoms d'enfant en permanence. On sent que c'est quelqu'un qui est fragile dont il faut prendre soin, et donc sa cousine elle essaye d'en prendre soin avec les moyens pour moi c'est un mais... film, c'est genre de toutes les étapes clés à ne pas faire pour arriver à parler correctement à quelqu'un qui a une fragilité en fait ou quelque chose qui va pas en fait quoi, tu vois. Et genre vraiment il y a aucun des personnages qui sait lui parler ou qui sait réagir correctement avec elle, et c'est une question de volonté pour certains, c'est une question de pas savoir du tout comment faire socialement pour d'autres. Et juste ce film est horrible et pénible à voir, en tout cas je trouve, parce que en fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui a besoin qu'on la mette dans un safe, un endroit confortable pour elle, moralement. Et personne se fait chier à faire le moindre truc pour que ça marche pour elle à un moment, quoi. Tu vois, genre, dès le début, elle est pas bien et tout le monde s'en fout. Ouais, bien sûr. Et ça devient un peu la risée, ça devient un peu la meuf relou. Et puis elle est confrontée à des agressions du quotidien. Je veux dire, quand tu fais partie d'un groupe comme ça que tu connais pas, tu peux complètement subir ce genre de discours, notamment à l'âge qu'ils ont. On imagine qu'ils ont entre 20 et... je sais pas, 23 à 25 ans maximum, et donc tu peux complètement subir ce genre d'agression quand tu es dans
dans ce genre de groupe-là qui sont très soudés, dans lequel tu débarques. Et il faut pas forcément le prendre pour toi, mais on imagine qu'il y a certaines personnes... Alors bon, après, le personnage de Brink, qui est joué par Michael Cera, il est quand même directement violent à plusieurs moments. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'agressions qu'elle subit, où tu peux te dire, ah bah ouais, mais oui, il faut pas le prendre pour soi, machin, tout ça. Mais en tout cas, ça fait... mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, je trouve que le film a cette efficacité de te faire revoir... Tu vois, toi-même, certains comportements que tu peux avoir de temps en temps dans des environnements où tu es plus familier que d'autres personnes qui débarquent. Tout à fait. La scène là de pseudo-complicité avec Brink où en fait ils jouent un peu à chat tous les deux. Et au début, elle rigole parce qu'elle est un peu flattée en fait, aussi, tu vois, d'avoir de l'attention. Et en fait, le mec est de plus en plus... relou, et ça, mais je pense qu'on a tous dans notre tête des exemples. Et je pense que c'est ça qui nous met mal à l'aise aussi, tu vois. C'est qu'il y a un truc très personnel. La scène de la séance d'hypnose là qui est un calvaire à regarder. Ce n'est pas du tout d'hypnose, je tiens à rectifier ça, mais c'est vraiment une insulte à l'hypnose. Moi, cette scène, putain, genre c'était vraiment pénible pour le coup. Moi, je voulais juste dire que pour la petite histoire, quand le film s'est terminé, j'ai envoyé direct un message, donc mais j'étais pleine d'émotions à ce moment-là. Je me suis empressée de vous envoyer un message à vous trois en vous disant c'est pas du tout un film d'horreur, hein, Magic, donc voilà. Et en fait, j'ai réalisé aujourd'hui, donc le lendemain, que j'étais dans un déni complet de ma propre existence et que je me suis sentie attaquée personnellement et que ce que je voulais vous dire, c'était par contre, ma vie, c'est pas du tout un film d'horreur, en fait, donc vous vous calmez. Mais en fait, c'est en ça que je trouve que ce film, il est vraiment chouette. C'est que je me compare pas à Alicia. Je vous parlerai de ma vie dans un autre épisode. Si un épisode spécial Lola. Un épisode spécial Lola. Mais ce film, tu vois, enfin, Léo, tu disais tout à l'heure qu'il t'avait bouleversé aussi, mais il est ultra... Léo a dit bouleversifié. Mais parce que... bouleversitude, ouais. Non, mais il est ultra réaliste. C'est vrai que l'horreur dans ce film, c'est la maladie psychiatrique. C'est pour ça que moi, je vous demandais, est-ce que vous pensez qu'elle est folle avant d'arriver ? Moi, je pense qu'elle est déjà... Enfin, en fait, je pense pas que ce soit les gens qui la rendent comme ça. Je pense qu'elle décompense, en fait. À un moment donné, qu'il y a un truc qui se passe où elle décompense et où, en fait, il y a personne qui se rend compte que là, on bascule à un truc. Et là où elle aurait eu besoin d'un réel soutien, de quelqu'un avec qui parler, elle se retrouve avec des gens qui n'ont pas envie, en fait. Et c'est là où la fin... qu'on ne dévoilera pas évidemment. Non, on ne dévoilera pas la fin. Pour moi, parle exactement de ça en fait. En fait, il y a un moment donné, il faut juste prendre un téléphone et appeler un docteur. Et il faut pas passer par. C'est du déni perpétuel ce film de l'état psychologique d'Alicia. C'est ça, mais c'est franchement, il est super. Mais t'as raison, je comprends pourquoi t'as dit que t'avais pas trouvé que c'était un film d'horreur parce que. Moi, j'avais l'impression que c'était la vie de tous les jours, donc je me suis dit bon voilà, mais en fait, le truc, c'est que vu que le film te met par le prisme d'Alicia, soit tu trouves ça horrifique parce que toi, ça te met du coup vraiment dans un état pas bien aussi, soit comme tu dis où c'est des situations, enfin. En fait, ça dépend vraiment de la personne qui le regarde, ce film, sur l'aspect horrifique. C'est pour ça que c'est très, très bien fait. Et je voulais juste vous dire que de ne pas dormir, je l'ai vécu 3 nuits d'affilée et que ça fait des trucs comme ça. Quand tu filmais les accouchements ? Pas du tout. Quand j'ai fait le Vietnam, je n'ai pas dormi. Quand j'ai fait le Vietnam. Cette phrase et j'ai cru et j'ai vraiment j'en ferai peut-être un film un jour, mais j'ai vraiment cru qu'une nuit on voulait me tuer. Mais moi pareil, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais très insomniaque et où je trouve que mais celle-là encore où Juno Temple elle est incroyable, où vraiment il y a un truc, mais tu sais, où justement le moindre bruit te paraît mais insupportable, et c'est là où le fait de ne pas dormir, ce truc en arrière-plan est super parce que vraiment l'insomnie à répétition, c'est atroce. Elle lui file des cachetons musculaires pour. Non, mais il n'y a rien qui va en vrai. Moi, vraiment, les gens avec qui elle est, je les déteste. Quoi. C'est les pires. C'est les pires. Ouais, ne regardez pas trop de films d'horreur parce que vous allez devenir comme Lola et Camille, ne plus dormir, avoir des hallucinations auditives. Oh là. On a parlé trop longtemps. Oui. Brice nous fait le signe de la montre. Il faut absolument passer au film suivant. C'est vrai qu'on est lent là. Ouais. On traîne, on bavasse. Et donc, on va passer au film de Léo. Alors, tu as vu pas quoi Léo, c'est mon double en fait qui va présenter le film. Oh là là. Moi, je vais vous parler de Infinity Pool, sorti en 2023. Looks just like her. Oh my God. Maybe think of it as a gift. It's like a new skin working into place.
for you to complete your transformation. This is just a little game. But I can take some blood. Show me how strong you are. It's really disgusting. You could just sit there. Waouh, moi j'ai pas vu ce film. Hein. Miyagot suffit à l'horreur de ce film. Miyagot, dans ce trailer, ils l'ont mise tout le temps, quoi. En même temps, son rire. Elle est terrifiante. Ouais. Et du coup, moi, je vais vous parler d'Infinity Pool, la poule de l'infini en québécois, qui est une suite directe de Chicken Run. C'était ça ta blague. Il nous tease cette blague depuis le début de l'épisode. Hein. Vraiment. 2h30. Ah, ça va aller le détour. Ah non, mais on est content d'être venus. Hein. Est-ce que vous avez payé vos places ou quoi là? Je suis désolé. Non, mais vous savez vraiment ce que ça veut dire Infinity Pool parce que moi je l'ai appris. Oui, c'est des piscines en fait avec un fond en verre, débordement. Non. Ouais, pas de fond en verre. Moi je croyais que c'était juste une piscine de l'infini. Non, c'est la piscine à débordement. Oui, ça revient après. D'accord, ok. Ouais. C'est une très belle métaphore du film. Oh, c'est magnifique. Ouais. Pas vraiment en plus. C'est pas premier degré, c'est ça qui est bien. Mais du coup, Infinity Pool, c'est un film de Brandon Cronenberg. Son nom ne vous est pas inconnu et je pense que. Moi, je connais pas. Tu connais pas? Tu connais pas son papa? Cronenberg, ça me dit rien. Et Crash, enfin, tu t'en souviens pas? Merde. Pourtant, oui, on a étudié un peu de Cronenberg ici. Si, je me souviens de Crash. Étudié, oui. On étudie. Study group. Ça y est, vous commencez à dire n'importe quoi. Franchement, vous m'avez appelé Léo le Dico au tout début. Bah voilà, maintenant, je me dois d'y voir des similarités dans tous les épisodes. Et donc, du coup, Infinity Pool, c'est l'histoire de James, écrivain semi-foiré, qui part en vacances avec sa femme, M, sa femme qui l'entretient beaucoup, qui est très riche. Donc voilà, dans un pays aux allures de dictature des Balkans nommé la Tolka. C'est une petite île. James est interprété par un homme très beau et très sexy, bien sûr. Alexander Skarsgård. Eh oui. Voilà. Brice, si tu veux lui ressembler un peu. Eric Northman. Et The Northman. Ouais, The Northman. Ouais. Et une des autres protagonistes ou antagonistes plutôt du film, c'est Miyagot qu'on a vu il y a quelques épisodes avec X que tu nous as présenté, Thomas. Ouais. Qu'on adore aussi. On adore Miyagot. Elle crie bien. C'est elle qui fait le rire démoniaque là qu'on a entendu dans l'extrait. Mais du coup, Alexander Skarsgård, ou plutôt devrais-je dire James, l'écrivain semi-raté, et sa femme M partent en club de vacances dans un pays autoritaire avec une police et des règles, des lois pas forcément très sympathiques, quoi. Mais bon, ils sont riches en fait, ils s'en foutent, quoi. Les riches s'en foutent. Puis ils sont en all-inclusive, quoi. Ils sont all-inclusive. Ça ne nous parle pas du tout, ce truc-là en ce moment. Non. De quoi les riches s'en foutent? Les riches s'en foutent, non. la police un peu. Non. Oh là là. Pas très gentil. Oh, ça y est, les gauchos là. Non, mais parce qu'à la Tolka, quand même, il y a la peine de mort. Mais attention, si tu es riche, étranger ou diplomate, ou les trois ensemble, je pense que ça peut aller de pair, tu peux avoir un passe-droit pour la peine de mort. C'est-à-dire qu'on te crée un double, un clone en fait, et qu'on le tue à ta place. Et toi, tu regardes. Mais merveilleux. C'est merveilleux, hein. C'est quand même super ça, quoi. Putain. Génial. Mais du coup, voilà, au programme de ce petit club de vacances avec des gardes armés, du luxe, des locaux pas très contents qui font du quad sur la plage pour emmerder les touristes riches, des rencontres renversantes, au sens littéraire du terme. Oh là là, quel talent! Et des doubles malveillants. Il manie les mots. C'est un artiste. Parce que comme j'ai déjà dit, si vous êtes un touriste riche pour moi, c'est Jacques Brel, qui possède beaucoup de moulas, vous aurez le droit à un clone parfait pour purger votre sentence de mort après avoir renversé un petit paysan local qui n'avait rien demandé. Et voilà, c'est quoi. Cool. Et du coup, purger la sentence, le double, à votre place ou pas à votre place? Qui est le double? Qui est Alexander Skarsgård. Tu m'as mindfucké là. Ouais. Mais bon, bah voilà, Infinity Pool, c'est un film qui joue sur le thème du double, beaucoup, pas assez selon mon goût, je trouve en tout cas.
On va suivre du coup James qui va rencontrer le personnage de Mia Goth dont je n'ai plus le nom dans le film. Elle s'appelle Gabi. Le personnage de Gabi et tous ses potes riches qui ont pris comme habitude de partir à la Tolka pour se faire cloner, doubler chaque année en commettant des exactions en toute impunité quelque part. Dont un acteur français, Cocorico. Hein. C'est vrai. Djalil l'espère. Ah oui, Djalil. Oui, effectivement, ouais. C'est le Suisse. Oui. Ouais. Parce qu'ils n'assument pas qu'ils soient français. Non, je suis suisse. Mais du coup, Infinity Pool, c'est un peu une descente aux enfers d'un personnage qui se met à aimer beaucoup les transgressions, le fait d'avoir un double et de pouvoir faire n'importe quoi en toute impunité, jusqu'au moment où ça devient un peu trop pour lui. Le film passe par plusieurs phases. Une phase un peu choqué déçu au début où il est en mode mais qu'est-ce qui se passe, je vais mourir, et en fait on lui dit non, vous avez de l'argent, vous pouvez vous cloner monsieur, il n'y a pas de problème. À une phase de kiff total où il se dit mais c'est trop cool quoi, je peux me voir en train de mourir, on exécute mon clone, mais c'est génial. Et à une phase de pleine kiffance avec tout son groupe de potes riches où en fait tous ces personnages là s'amusent, c'est un peu leur resort à eux, leur parc d'attractions, à faire des trucs moralement dégueulasse en impunité totale, parce qu'en fait une fois arrivé au commissariat on leur propose de payer pour avoir un clone qui va subir leur peine à leur place en gros quoi. C'est un film qui a été comparé, je l'ai vu moi je trouve pas forcément à juste titre à Deliverance ou Waking Fright. Ouais, moi pas du tout. Je suis pas d'accord. On est loin. Hein. C'est un peu une descente aux enfers à la Waking Fright, mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même retranscription d'un contexte social réel, parce que le film se passe dans un univers qui est fictif. Ouais. Moi, je trouve que Magic est plus proche de Waking Fright. Ouais, complètement, ouais. Et Deliverance, j'ai pas compris non plus pourquoi il avait été comparé à Deliverance. Genre, vraiment pas compris du tout. Si c'est pour les autochtones, c'est très malvenu de comparer ça à Deliverance, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des gens pauvres dans un pays, on dit que c'est Deliverance, donc je trouve pas ça ouf, quoi. Ouais, non. Moi, le film, je trouve assez sympa sur pas mal de points. Sympa. Ouais, voilà, là en période d'été, voilà, les riches qui partent dans des pays pauvres pour profiter de leurs vacances, bah, excusez-moi, mais niquez-vous, voilà, de base. Mais en fait, il y a un peu, enfin en tout cas, c'est un peu ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que le film va jamais au bout de ses idées. Il y a beaucoup d'idées qui sont jamais vraiment exploitées d'une façon intéressante. Donc comme ce truc-là, au début, on nous présente des locaux qui sont pas contents, on nous présente un pays qui a un système de loi très autoritaire, voire dictatorial en fait, quoi. Et en fait, tout tombe un peu à plat parce que ce film veut aborder 36 000 choses en même temps. Il y a des choses qui sont réussies. Je vous parlais du clonage, de l'idée de création de double pour purger une peine. Je trouve que c'est vachement intéressant. C'est un thème qui pourrait limite se rapprocher de la SF. Ça a déjà été fait d'ailleurs. Ouais. Et en fait, ça tombe un peu à plat parce que finalement, on se dit il va y avoir un conflit moral et finalement, pas trop. On se dit va y avoir une sorte de truc mindfuck, on va plus savoir qui est le vrai qui à un moment, et en fait bah pas trop. Et les thèmes abordés par le film sont du coup abordés en surface, je trouve, et pas hyper bien traités, quoi. Donc du coup je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Moi j'ai bien aimé le visionnage, il y a des séquences oniriques un peu psychées qui sont assez réussies. Toute l'imagerie autour de cette espèce de commissariat qui clone les gens est très réussie aussi, je trouve. Les scènes d'exécution sont très réussies également, mais il y a un truc qui fonctionne pas, moi, dans la critique sociale. Le film, j'ai l'impression qu'il essaye d'aborder justement une sorte de pseudo-critique sociale et il échoue, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà. Je peux... Vas-y. Non, mais moi, premier point, effectivement, je trouve qu'il y a certaines scènes un peu gorasses, notamment les scènes d'exécution dont tu parlais, qui sont réussies. Faut pas oublier que Brandon, c'est le fils de David et qu'il a travaillé comme technicien des effets spéciaux sur les films de son père. Et donc, il a déjà montré qu'il savait faire du gore et qu'il savait faire du body horror, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bah, c'est là que je suis pas d'accord. Mais en tout cas, il a montré qu'il savait manier des effets techniques à la perfection. Si tu vois son film d'avant qui est Possessor, t'as des effets gore qui sont hyper réussis et qui sont très très chouettes. Mais là, moi, où je
là où je lui tombe dessus, et c'est ce que tu racontais quand tu parlais du film, tu dis que le film, tu l'as résumé très bien, je trouve. Mais merci, tu l'as tellement bien résumé qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas plus que ce que tu as dit à en dire, à savoir qu'il fait une espèce d'attaque un peu inoffensive vis-à-vis de la bourgeoisie qui part en vacances dans des pays qui jugent comme étant tiers. Et je trouve que ça va pas bien loin. Je prends pour exemple un truc que j'aime pas chez Brandon Cronenberg, c'est que Brandon Cronenberg il crache sur le bourgeois en faisant un cinéma de bourgeois. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. C'est-à-dire que les premiers effets que tu as dans le film, c'est quoi ? C'est on va te montrer des chaises longues avec la caméra à l'envers, quoi. Non mais enfin, tu vois, Zimmer, la transgression. Ouais. Moi, je trouve que ça va pas bien loin en termes de, tu vois, d'effets de mise en scène et tout. Après, je trouve que dans ces films, que ce soit Antiviral, Possessor ou celui-là, il touche toujours une espèce de truc un peu existentiel qui est assez sympa. Tu vois, dans les. Il y a un truc chouette sur le trou. Sur le double, sur, tu vois, dans Possessor, c'est des gens qui se mettent dans le cerveau d'autres. Enfin bref, faut voir le film, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose d'un petit peu existentiel profond dans la thématique qu'il aborde, qui est, je trouve, assez bien choisi, mais qui est pas bien exploité. En fait, c'est pour ça que il y a un sentiment de soufflet qui se dégonfle à chaque fois, en fait, je trouve. Quoi. Voilà. Oui, parce que, la belle image. Effectivement, en plus, il y a un truc qui est un peu perturbant, c'est que en fait, c'est très très beau esthétiquement. Enfin, vraiment, c'est sublimissime. C'est super beau, quoi. Ouais. Les acteurs, ils sont tous très très beaux aussi. Enfin, Alexander Skarsgård, on n'y revient pas, mais il y a God pareil, et même Jalil Esper, incroyable. Mais enfin, justement, je trouve que ça fait un peu trop cool kid, tu vois, en termes de choix et tout. La musique, elle est ouf aussi, il faut en parler parce que c'est de la musique atmosphérique. J'avais noté le nom du mec, c'est Tim Aker. D'ailleurs, j'ai écouté son nouvel album No Heights. Je ne vous conseille pas de l'écouter dans le métro, c'est un peu badant, mais c'est vachement bien fait. Enfin, ça te met dans un mood très de contemplation un peu horrifique. Effectivement, le film, moi, je trouve qu'il y a plein de trucs trop intéressants. Il y a notamment des masques qui sont vendus comme des masques locaux. C'est toute l'horreur de ce film. Exactement, et les masques sont fous. Enfin, vraiment, on dirait Qui a pensé ces masques-là ? Alors, c'est... parce que elle sait tout. Je le sais. Non, c'est Richard Rafforst. On va lui commander des masques. C'est un dessinateur de comics néerlandais qui a aussi beaucoup bossé sur des films horrifiques. Et justement, Brandon Cronenberg était fan des films horrifiques de ce mec, des courts-métrages. D'accord. C'est lui qui a fait les masques dans Troll 2, non ? Ah non. Alors non, arrête avec Troll 2. Je suis pas sûre qu'il y ait une filiation directe, mais vraiment, enfin, ils sont sublimes. Enfin, on dirait du. C'est immonde. On dirait du Francis Bacon. Il y a un truc avec de la trypophobie en plus. Tu sais, il y a des trous partout. Ah ouais, non, c'est vraiment incroyable. C'est le pire, celui avec les trous. Celui avec les trous, ils sont sur son Instagram, donc allez le voir parce que c'est vraiment très très beau. Mais tu vois, moi, ce film-là, du coup, en fait, je le rapproche un peu. C'est Les Losers de la plage pour moi, tu vois. C'est Old de Shyamalan, la dernière fois que j'avais présenté aussi là. En fait, c'est le même soufflet, quoi. Genre, c'est un film qui essaye d'aborder des thèmes genre je vais critiquer la bourgeoisie et les gens riches qui partent en vacances. Je vais faire un film concept. Et en fait, j'ai rien à dire, quoi. Alors, il a pas rien à dire, mais c'est quand même. Ouais, je vous trouve quand même un peu dur parce que pour moi c'est des films. Désolé, c'est quand même un film qui est quand même assez puissant sur plein de trucs, qui est assez jusqu'au boutiste et tout. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que effectivement, je pense qu'il veut parler de trop de trucs et qu'en fait, il en parle peut-être pas assez. Enfin, justement de la question politique. Enfin, il y a quand même des scènes extrêmement violentes qui rappellent, enfin moi qui m'ont rappelé en tout cas Salo ou les 120 jours de Sodome, où c'est vraiment, enfin pour moi le haut niveau en termes de malaise et de puissance de la ref. Et puis enfin de malaise et de vraiment de violence et de trucs qui te retournent l'estomac, sauf que là en fait ça te retourne pas vraiment l'estomac parce qu'il n'y a pas toute l'histoire politique, tu vois. Alors pourtant il s'en inspire directement, tu vois. Il fait du gore, mais il fait pas du viscéral. Oui, exactement. Il y a ce truc un peu. Et je me demande si c'est pas
Pour moi, l'esthétique, parce que l'esthétique est tellement froide, tellement léchée, tellement à la Neon Demon. Tu vois, exactement, et moi, c'est un film que j'ai détesté, Neon Demon. Moi, j'adorais. D'accord. mais le truc, c'est que Neon Demon parle du mannequinat. Alors que là, il te parle du corps, et donc il y a un truc un peu de décalage, tu vois. On en parlera peut-être un jour de Neon Demon, mais moi, j'adore. en tout cas, je trouve qu'il y a. Alors moi, j'ai énormément de réserves sur le film, mais en tout cas, il y a une cohérence. C'est un des films références moi, en termes d'esthétique. Non, mais il y a une cohérence de ouf dans le propos et tu vois, et dans la forme du film, tu vois. Le fond et la forme vont ensemble. Moi, c'est vrai que c'est un peu un ras-le-bol général. J'en ai marre de regarder des films qui parlent de bourgeois. Le coup de gueule du dimanche. En fait, ça me gave, tu vois. Et t'es tout le temps en mode, les bourgeois par rapport à d'autres trucs, tu vois. Et en vrai, c'est chiant, genre. Enfin, du coup, moi, je sens vraiment le symptôme du réal qui a grandi avec une cuillère dorée dans la bouche. Qui est relativement pété de thunes maintenant. Mais qui en même temps est mal à l'aise avec ça. Et il est mal à l'aise avec ça, mais genre fais une thérapie, gros. Moi je trouve que c'est peut-être qu'il a un très bon psychiatre. Je suis méchant ce soir. Le même que nous d'ailleurs. Ouais, mais toi t'avais bien aimé Lola. Mais moi je vous trouve dur parce que moi je suis pas allée autant en profondeur dans la piscine. Pas dans la poule. Mais tu sais ce que ça veut dire Infinity Pool déjà, tu vois, ce qui est quand même par rapport à nous. Bah voilà, non mais. Non, moi j'ai vraiment passé il dure 2 heures, c'est ça? Ouais. Donc c'est bien. Plus ça aurait été. Ça aurait été un peu. Ça aurait été un peu gourmand. Moi j'ai passé. Moi je me suis pas ennuyée. Tu vois. Enfin vous avez parlé de Neon Demon. Je suis désolée Camille, mais moi je vois les points de comparaison, mais moi j'ai trouvé ça beaucoup moins chiant que The Neon Demon. Oui. Après il y a. On en reparlera. C'est moins contemplatif. Voilà, c'est moins contemplatif. Ouais. Mais moi, je sais pas, je trouve que. Alors, oui, c'est du déjà-vu sur plein de points. Oui, il veut dire trop de choses. Oui, c'est un riche complexé d'être riche et qui a envie de parler d'autres choses. Et voilà, mais je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien. Je trouve que, effectivement, l'idée du double qui permet d'échapper à la peine de mort, c'est pas forcément lui qui a inventé ça, mais je trouve ça vachement bien fait. Le pays fictif avec la politique putride qui est vraiment terrifiant, je trouve ça vraiment bien aussi, parce que c'est pas si fictif que ça. Et, il me gêne le pays, quand même. Oui, mais en même temps, c'est que ça marche bien, tu vois. Si il te fait ressentir des trucs comme ça, c'est qu'à un moment donné, le film, il réussit quelque chose. Ouais, tu vois. peut-être, mais j'ai plus l'impression que c'est involontaire. Moi, il me gêne le pays parce que j'y vois un fantasme qui est peut-être volontaire ou pas dans le film, j'avoue. Je pense que c'est quand même plutôt volontaire, mais en fait, on parlait de prisme tout à l'heure. Je sais pas si le pays est vu par le prisme de ces riches touristes. Je pense que oui, parce qu'en fait, les barbelés ne servent qu'à les protéger les locaux par rapport aux fous, pratiquement. Parce que les locaux, on les voit pas méchants. Du coup, il manque un peu d'humanisation en fait de ce pays-là et de caractérisation, parce qu'en fait à part ça on sait rien, et du coup c'est dur je trouve ça assez juste parce que pas juste dans ce qui est montré, mais en fait Brandon Cronenberg il parle de ce film-là en disant que en fait il a mis déjà plusieurs années à écrire ce film, et en fait c'est en repensant à des vacances qui ont eu lieu il y a fort longtemps quand il était enfant, qu'il a passé en tant que riche dans un all-inclusive, donc tout inclus. Et qui était vraiment ça en fait, avec des clôtures barbelées qui entouraient l'hôtel, avec une interdiction de sortir de l'enceinte de l'hôtel, avec une boîte de nuit pourrie comme ça, où on voyait pas finalement le pays. Et en fait c'est des trucs qui existent vraiment, et je sais pas s'il veut montrer plus que quelque chose qu'il a vécu et qui l'a choqué. C'est possible, mais du coup, dans ce cas-là, comme disait Camille, je trouve dans ce cas-là, il veut mettre un peu trop de choses parce que c'est flou, en fait. Ça sans doute qu'il veut mettre trop de choses, mais après, je le condamne pas sur le fait d'être né un peu, effectivement, avec une cuillère en argent dans la bouche, et d'être dérangé par ça et de vouloir parler de ça. Maintenant, il en parle avec les outils, les moyens qu'il a et qu'on lui a donnés pour faire ça, mais le fait est que moi, je trouve que son film, il est bien fait, il est très très beau. Ça parle de beaucoup de choses. Alors certes, c'est peut-être un peu maladroit sur plein de trucs, mais il y a plein de. Moi sur. Mais il y a plein de trucs vachement chouettes. Il y a des scènes et ces acteurs sont incroyables. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est juste que tu vois. Et c'est peut-être le film le plus horrifique de notre sélection ce soir. Peut-être, ouais. Mais moi, je trouve juste que c'est l'ensemble en fait qui marche pas trop, en tout cas pour moi. C'est qu'il y a plein de scènes que j'ai trouvé vraiment chouettes dans le film, genre qui m'ont, où vraiment il y a du sens en fait, même dans la réelle, où il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Et en fait c'est frustrant comme film parce que l'ensemble est pas cohérent, et c'est dur d'arriver à raccrocher les différents morceaux de son film et d'y trouver un sens ou une volonté globale, et
Et moi, c'est ça qui m'a un peu frustré, en fait, quoi, je pense. C'est qu'il y a du potentiel de ouf, et c'est pour ça que je pense que, en fait, c'est ses premiers films aussi à Brandon Cronenberg, et je pense qu'il va affiner au fur et à mesure les thèmes dont il a envie de parler, et il va affiner ce qu'il va mettre dans ses films. Là, ça fait très fouillis, je trouve, et il y a plein de trucs qui se passent qui sont pas aboutis de façon plus ou moins séparée, quoi. Et en fait, moi, franchement, ces prochains films, je vais les regarder parce que d'un pur point de vue de réal horrifique, ce film il vaut grave le coup. Il y a plein de trucs qui sont bien trouvés. Mais c'est un très bon. Enfin, je veux dire, il est très. C'est un très bon scénographe. Enfin, tu vois, je pense qu'il a réussi à développer les bonnes collaborations avec les bonnes personnes. Tu parlais de la personne qui a fait les masques et tout ça. Ouais. Et non, d'ailleurs, il y a des trucs qui sont chouettes, de ouf. Et il a une espèce d'obsession de la déformation du visage graphique. Donc là, dans le film, il y a une ou deux scènes, mais c'est dans tous ces films. En fait, dans Antiviral, t'as un mec qui a une espèce de bouche de radiateur qui est assez gênante. Enfin, tu vois. Il éclate en deux son double aussi. Je trouve que là, il reprend un petit peu, encore une fois, les angoisses à papa. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un petit côté... je m'inscris dans la continuité de ce que mon père a pu proposer. Sauf que là où David Cronenberg, il mettait du contexte social aussi. Du contexte social et puis même du... Je veux dire, une forme, corps, quoi. Voilà, une forme de viscéralité, de chair. Tu vois, lui, il met de la plastique. En fait, mais en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que il parle de sa position à lui, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt honnête, en fait, de sa part d'être dans un... Enfin, je pense qu'il connaît très bien, en fait, ces gens désœuvrés, très nihilistes et tout. Et en fait, je trouve qu'il est quand même assez fort dans le fait de nous faire ressentir ça. Dans tous les cas, il subit forcément la comparaison avec son père. Et en plus, je pense que Mouchou, elle trouve ça pas du tout intéressant. Elle râle, elle dit arrêtez là. Et en plus, manifestement, en tout cas, ces acteurs l'ont compris. Parce que la direction d'acteur, elle est incroyable. Franchement, rien à dire, c'est vraiment top. Et j'ai pas retenu le nom, mais... ça suffit. Non, c'est pas pour dire... Il y a Mouchou qui hurle, il y a Brice qui me fait des grands signes, il faut s'arrêter. Juste mention spéciale aussi pour l'acteur qui joue le flic du commissariat avec les lunettes, là. Lui, il joue trop bien aussi. Ah oui. On l'embrasse. On l'embrasse, on lui fait des bisous. On lui fait des bisous. C'est peut-être un peu, non. On sait pas. On sait pas, ouais. Peut-être que... Attends, moi j'en ai encore un. Non, je vous conseille, sur la question du double, et ça m'y a fait penser quand j'ai vu le film, je vous conseille de... Body Double de Palma, mais d'accord, mais c'est pas à ça que je pensais. Je pensais aux jeux vidéo. Ah oui, bah oui. Désolé. Le gros geek. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de jouer à Soma, qui est un jeu vidéo incroyable qui parle de la question du double et justement de la question de ce que vit le double une fois qu'il sait qu'il est double. Enfin bref, qu'il est doublé. C'est un super jeu et en tout cas, le scénario parle de ça et moi, le film m'y a fait penser. Je vous conseille d'y jouer, c'est mieux que Infinity Pool. Mais regardez quand même le film. Il date de 2023 aussi. Franchement, ça vaut le coup. Même si j'ai pas été très sympa, désolé, mais ça vaut le coup. Voilà. On va passer au film. Il y a Mouchou qui regarde Camille trop mal. T'as intérêt à faire 5 minutes, ma copine. Défoncer la gueule. Il y en a qui ont des trucs à faire demain. J'ai essayé de faire une smooth transition, mais Lola m'en a empêché. Ah, c'est pas moi, c'est Mouchou. Elle a regardé Camille en mode... Avec sa griffe sous la gorge. Cousine, dépêche-toi. Je vais tuer. On va passer au film de Camille, le 4e et dernier. Et Camille, c'est quoi ton film? Moi, c'est Petit meurtre entre amis de Danny Boyle. I'll show you something. It's a sick idea, Alex. It's sick. Go ahead, then. Telephone the police. Tell them there's a suitcase full of money and you don't want it. Let's do it. Let's talk about disposal. Who's going to do it? We all are, David. We're all going to do it. Each of us. You, me, and Juliet. I don't think I can. But Juliet, you're a doctor. You kill people every day. Is this necessary? I can't do it. Do you want to play or not? J'ai envie d'aller en boîte. On va en soirée psytrance après, J'ai envie de mettre un bob et une chemise à fleurs. Oh, please don't. Donc, Petit meurtre entre amis de Danny Boyle qui est sorti en 94. Il y a un certain temps maintenant. On n'était pas nés, Léo. Non, c'est vrai, ouais. Voilà, nous, il y en a qui étaient déjà en 2e année de fac. Il y en a qui bossaient, tu vois.
Tu vois, nous on cotisait pour vos retraites. Ah bah merci, on n'en aura pas, donc ça a servi beaucoup. Non, c'est dans l'autre sens, on cotise pour les retraites des autres. Ah oui, c'est c'est d'avant, vrai. c'est pas ceux d'après. T'as J'ai raison. pas compris le principe. J'ai rien compris, moi. Bon. En tout cas, ce film, c'est le premier long métrage de Danny Boyle, qui est quand même quelqu'un de très connu, qui a ensuite fait Trainspotting, notamment, qui a fait aussi Une vie moins ordinaire. Pourquoi je cite ces deux-là? Parce qu'en fait, c'est le film dont je vais vous parler, c'est le premier d'une trilogie qu'il appelle la trilogie Moneybag, où il parle de l'argent. C'est le thème récurrent dans ces films, Ouais. Il y avait aussi, attends, c'est quoi le truc en Inde là Slumdog Millionaire. Exactement. Et puis il y a aussi Trends, enfin je sais pas si qui est un film un peu moins connu de Danny Boyle, mais en tout cas qui parle de ça aussi. Ouais. Et la plage, en vrai, dans un sens, moi j'ai retrouvé pas mal de trucs de la plage dans ce film-là, quoi. Bon bref, je vous raconte un peu l'histoire. Alors, parce qu'en plus, l'histoire est quand même très liée à ma situation actuelle. Parce que, bah oui. T'as trouvé une valise d'argent? Non, pas ça. Le truc d'avant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans le film? En fait, on suit je vois ce que tu veux dire. 3 potes qui vivent en coloc. Donc, il y a Juliette, qui est doctoresse, qui est jouée par Kerry Fox. Il y a David, qui lui est comptable, qui est joué par Christopher Eccleston. Et il y a Alex, qui est lui journaliste. Enfin, on suppose qu'il est journaliste parce qu'en fait, en vrai, il taffe pas. Je pense qu'il est pigiste un peu. J'ai rien contre les pigistes, je vous embrasse. C'est un branleur, quoi. En fait, il est pas souvent au bureau, quoi. C'est tout. Il est en télétravail. Si on va au bureau. Une fois. Deux fois. Dont une fois où il drague des meufs devant son ordinateur en tapant pas dessus. Donc, bon, sur l'ordinateur, je veux dire. Il fume des clopes aussi. C'était les années 80. Et il est joué par Ewan McGregor, qui est quand même un peu. C'est qui dans Star Wars, Lola, déjà? Un type. Obi-Wan avec un merde. Voilà. Donc ces trois potes, ils vivent. Je pense. Alors même si au début du film ils disent ça pourrait se passer dans n'importe quelle ville, c'est à Édimbourg que ça se passe, dans un très bel appartement. Et donc ils sont colocataires. Et en fait ils sont comme moi en ce moment en train de faire passer des castings pour intégrer une 4e personne. Bonjour à mes collègues. Ah oui, donc c'est exactement dans la situation dans laquelle tu es. Exactement. Une grosse Attends, du sopalin. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on reprend après un drame. J'ai renversé un demi-verre de Prosecco sur le clavier de mon ordinateur, mais tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il est vivant. Donnez de l'argent. Abonnez-vous. Lâchez un sub, s'il vous plaît. Camille, tu peux reprendre. Alors, donc j'étais en train de raconter ma vie, évidemment. Oui, tu étais en train de dire que tu faisais passer des castings. Je fais passer actuellement des castings pour mon anniversaire. C'est quoi? Je vais passer des castings pour mon appartement. Désolée, complètement timbrée. J'imagine les castings. Qu'est-ce que tu pourrais demander pour tout? Le meilleur clown. Tu les fais chanter. Oui. Bon bref, alors, donc ils font passer des castings, eux, pour leur appartement, et moi aussi d'ailleurs, et en fait, ils sont un peu timbrés. Oui, complètement même. Exactement. Et donc ils posent des questions hyper bizarres. Enfin, il y a plein de scènes hyper rigolotes où pauvre Cameron. ils humilient des gens, etc. Ah oui. Et arrive un jour un type qui s'appelle Hugo, qui lui est écrivain et qui passe une visite et il semble relativement intéressant selon eux. Il lui pose quand même la question: est-ce que tu as déjà tué quelqu'un, Hugo? Hugo dit non, mais ça semble pas évident ni pour lui ni pour nous, parce que on nous montre des choses où effectivement, manifestement, il a fait un peu des bêtises. Ouais, il passe pour le mec un peu sexy cool. Moi, je me doutais de rien. Philippe Catherine. Qu'est-ce que tu es naïf. Il se passe quand même un peu un truc, quoi. Ah bon? Et bon, bref, l'installation se fait et donc il y a les rythmes de vie qui se croisent, etc. Jusqu'à ce que les 3 OG de la coloc, d'un seul coup, se disent: mais en fait, Hugo, on ne le voit plus. Il est où, Hugo, etc. Mais qu'est-ce qu'il est où, Hugo? L'appartement étant tellement immense, manifestement, ils sont pas très inquiets très vite. C'est pas à Paris, en tout cas, leur coloc. Et pas en 2023 non plus. Non. Je peux dire qu'ils auraient été dans un 50 mètres carrés à 4. Ça aurait pas été la même. Ouais. En lit superposé. Donc bon, là tu sais si ton coloc est là ou pas. Et donc bref, il rentre dans la chambre d'Hugo qui ne répond pas et il le retrouve mort.
Le mec est dead. sur le lit. Le mec est dead. Ouais. Le mec est dead. C'est là que ça aurait senti très vite dans la coloc parisienne. Bah, ça sent apparemment, ils disent, hein, ça sent pas bon. Ouais, alors, Et puis pourquoi il est tout nu sur son lit je crois qu'il fait une overdose. Moi, c'est ça que j'ai compris. Ils disent qu'il fait une OD, mais on a le doute au début. On se dit, vu qu'il il retrouve cette. Bah, je te laisse continuer parce que je vais le dire. Je vais le dire. Non, mais on a l'impression qu'il a mis fin à sa vie. Quoi. Oui, Enfin, qu'il en s'est tout cas, suicidé. il n'est plus parmi eux, du coup. Et donc, comment va-t-il payer le prochain loyer? C'est quand même la question qu'on se pose. Mais en fait, la réponse. Camille se pose cette question. Bah voilà, parce que moi, je suis dans le mindset en ce moment. Pragmatique. Exactement. Et en fait, il trouve à côté du corps inanimé d'Hugo une mallette, mais remplie de billets. Donc le mec est plein aux as, et donc eux aussi, manifestement. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc, c'est vrai? Bah, en tout cas, là, il y avait. Ah y a non, en pas. 94, les petits loups, il y avait Là, pas. il n'y a pas, donc ce qui fait que personne ne sait qu'Hugo est chez eux. Oh mon Et Dieu. donc tout le film, ça va être en fait la poursuite des trois personnages qui vont se poser la question. En fait, trois potes qui d'un seul coup tombent sur une opportunité d'un côté, beaucoup d'argent, et de l'autre côté, un petit problème, un corps. Comment on fait? Ouais. Comment qu'on fait pour Comment on fait, Camille? Comment qu'on fait pour s'en séparer? Comment on fait pour se séparer? Et ben, j'aurais encore pas fait les choix qu'ils ont fait. Ah ouais. Laissez-moi vous dire ça. Voilà, moi mon résumé s'arrête là. J'ai pas tellement envie de rentrer plus dans les détails. Et t'aurais fait quoi, toi, Camille? Non, ça je le garde pour un prochain épisode. Et donc ça épisode donne une spécial espèce Camille. de... Enfin, le film est très cool. Franchement, il est hyper sympa à regarder. Il est très drôle. En fait, c'est une espèce de comédie à moitié aussi horrifique parce qu'il y a des trucs un peu affreux, des situations horribles. Et puis, au fur et à mesure, malheureusement, le groupe d'amis se délite parce que chacun... Il y a des tensions, ouais. Oui, il y a ses névroses, etc. Il y en a quand même un qui va vivre dans le faux plafond pendant, je sais pas, plusieurs semaines. Il fait des trous pour il fait des trous partout pour voir Il les. est un petit peu paranoïaque. Ouais. Et Ça donc ne va voilà. pas. Mais c'est montré de façon assez sympa. Moi, j'ai bien aimé ce film. Un David encore. Ouais. C'est un David, non, lui, c'est ça? Lui, c'est David. Ouais, Ouais. David, Ouais. ouais. Toujours les David. Bah oui, non mais. c'est vrai, Non mais toi t'en parles comme ça, mais en fait je me rends compte que j'ai fait la proposition du film Oui, parce que moi, et j'avais que que je l'ai pas compris. que Camille l'a accepté, mais en fait je me dis que t'as dû te sentir visé en fait. Parce que c'est non mais bon écoute voilà c'est effectivement j'avais pas considéré cet élément là. En tout cas moi c'est un film culte un peu Petit meurtre entre amis, c'est le il est top. Bah ouais, puis c'est le deuxième film ou premier, je sais plus. Je crois que c'est le premier. C'est le premier film, ouais, c'est le premier long métrage de Danny Boyle, réalisateur britannique important quand même. Hein, un peu connu. Pas très connu, voilà, ouais. oui. Ouais, c'est beau. Alors, qui, selon certaines personnes, est considéré comme étant un réalisateur un peu vulgaire, un peu... Vulgaire? Un peu gros sabot, quoi. Gros sabot? Bah oui, écoute... C'est comme ça que parfois il est dépeint. Moi, je trouve pas parce que je trouve que c'est un réalisateur un peu du fun, toujours, Danny Boyle. C'est toujours un type. D'ailleurs, tu parlais de la bande-son qu'il a utilisée. Qui est, je sais pas si tu en as parlé. Non, tu n'en as pas parlé, mais en tout cas, on l'a entendu et on a tous fait des remarques dessus. J'ai une théorie, du coup. Je pense que à cette époque-là, en Angleterre ou en Écosse, tout le monde se prodait et faisait la teuf, en fait. Parce que tu regardes Spaced. Du coup, Trainspotting, qui est aussi Danny Boyle, et ce film-là, il y a de la techno, mais tout le temps. Et puis, en plus, genre, dans Petit meurtre entre amis, c'est pas vraiment des gros teufeurs non plus, quoi, tu vois. Et pourtant, hop, le générique d'intro et le générique de fin, gros son de techno, tu vois. Bah oui, tout le temps, quoi. La teuf. La teuf, ouais. La teuf. Mais c'est effectivement un film qui est ancré dans son époque. Et moi, je trouve un film qui est plutôt bien foutu dans son intrigue. On parlait de gestion de l'espace tout à l'heure. Et c'est pareil, c'est très bien foutu. C'est très bien foutu, exactement. Et puis j'avais l'impression d'y vivre depuis 2 mois. Ouais, exactement. Tout est familier en fait. C'est magnifique, c'est très beau. Et en plus, tu as ce truc autour du téléphone fixe avec le fil et tout. Et avec la numérotation que tu faisais à l'époque avec le. C'est très long. Tu l'as fait, ça, Thomas, la numérotation. Ah bah oui, moi j'ai numéroté. C'est l'internet des anciens, ça, ouais. Moi j'ai déjà utilisé un Minitel, les mecs. C'est vrai? Bah ouais. Un quoi? Tu connais le Giscard Punk? C'est un courant de cyberpunk qui se base sur une uchronie où Giscard en fait serait. Allez, regardez Giscard Punk sur internet. Voilà. Et donc du coup on utilise le Minitel. Et ben voilà, moi j'ai utilisé. Mais on trouvait ça cool. Mais en tout cas. Moi, je trouve que le film se tient super bien, quoi. Enfin, tu vois, et super fun et
t'es tenu en haleine. Il y a plein de rebondissements, plein de trucs. Même entre les personnages, sur les relations, elles évoluent de ouf. Et je tiens à signaler quand même un multiverse l'horreur du dimanche dans le film. Je sais pas si vous l'avez repéré. Oui. Ah, Wicked Man. Oui, Wicked Man. À un moment donné, Ewan McGregor, il regarde la télévision et qu'est-ce qu'il regarde? C'est la scène, et c'est au moment où ça se passe pas très bien. Oh God, no. Voilà, bon, ils vous l'ont mis, il n'y avait plus besoin que je dise d'où c'est. C'est The Wicker Man. Et la scène finale, effectivement. Et donc. Ah bah oui, l'horreur dimanche verse, ouais. Quand j'ai vu le film, j'ai pensé à toi, je me suis dit, mais Thomas serait comme un fou, je pense. Quoi. Ah bah bien sûr, j'étais comme une balle. Chez les Jones. J'étais éclaté au sol. C'est pas pareil, non, c'est pas pareil. Quoi couper? T'as tes crantés, T'as tes crantés avec toi? Sors tes crantés. Pardon. Je connais même pas ça. On revient. Tu connais pas Apagnan, Cranté et Kwakubé? Bah non, mais Kwakubé, si, j'ai appris la semaine Apagnan. dernière. Tu connais Apagnan? Non, mais c'est pas le but du podcast. Les gens n'écoutent pas pour ça. Déjà, moi, je savais pas que c'était Obi-Wan, alors bon. En tout cas, moi, je trouve que Petit meurtre entre amis, c'est quand même un film assez fondateur dans la filmographie de Danny Boyle, qui nous a quand même délivré. Là, je connaissais pas en vrai du tout, quoi. Bah, il nous a quand même délivré pas La plage. De parler comme ça. Tu connaissais pas Danny Boyle? Non, mais je connaissais pas ce film de Danny Boyle. Ah oui, ok. Parce que j'avais vu, du coup, forcément, 20 jours plus tard. La plage. La plage, je l'ai pas vu. Oh ouais. Voilà, j'avoue. Sunshine. Trop bien. C'est très bien, Sunshine, ouais. J'ai beaucoup aimé Sunshine, ouais. Et quoi d'autre de Danny Boyle? Slumdog Millionnaire, oui. Citez-moi d'autres films, s'il vous plaît. Bah, c'est déjà pas mal, je vois. Bah, attends, c'est pas mal. On est en train de faire toutes les. T'as cité ces gros films. J'ai l'impression d'en oublier. Bah, il y en a d'autres. Oui, il y a 127 heures avec James Franco, Ah oui, coincé dans un. C'est Danny Boyle, 127 heures. Il est coincé dans une crevasse. Ouais, qui est une situation compliquée. Ouais. Donc, il n'y avait qu'à pas y aller. Donc, voilà. On dirait Macron qui dit à la mamie, vous savez qu'il ne pas aller en manif, madame. C'est horrible. Voilà, horrible. C'est le moment où je vais raccrocher mon micro. En tout cas, moi j'ai kiffé et je crois que tout le monde a à peu près aimé. En tout cas, on en a parlé avant. Ouais. C'est un film un peu léger, quoi. J'ai vachement aimé. Et puis je trouve que comme dans, excuse-moi, Brice, je parlais pas bien en face de mon micro. Je trouve que comme dans La plage, il aborde l'amitié via le prisme un peu de la paranoïa, tu vois, où t'as ce triangle amoureux qui est défectueux forcément à un moment et t'en as un qui vrille et du coup qui s'isole et en fait il s'entretue et je sais pas trop ce qu'il a vécu en amitié, ça a pas l'air dingue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trahison. Peut-être dans que ces son films, meilleur pote lui a piqué sa meuf à un moment, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il c'est vrai que c'est un thème récurrent dans ces films. En tout cas, voilà. Mais et puis il y a toujours l'idée de l'opportunité qui peut se transformer en cauchemar en fait. Même dans Sunshine, c'est un peu ça. En fait, ils finissent tous par s'entretuer. On a potentiellement une chance, tu vois, d'avoir un projet un peu en commun et tout, et en fait. Parce que c'est notre projet. Ruiné, pardon. Je suis vraiment devenue Macron. Camille Macron. Non, mais tu as raison. C'est des thèmes qui lui sont chers. En tout cas, l'amitié, ça revient. Souvent. Ouais, et puis les dynamiques un peu de groupe et de trahison. Si on doit tracer, je pense, des petites droites et des petits segments en tout cas entre ces différents films, c'est un peu les thématiques qu'on trouve même dans Sunshine. Ouais. Mais j'ai pas vu Sunshine. C'est chouette, regarde. Je vais le regarder. Bon film d'espace. La hard SF même, je dirais. Ouais, je pense un peu très bien. Avec Cillian Murphy. Oui, j'adore. On adore Cillian Murphy. Alors, Barbie, Team Barbie ici. Qui est Team Barbie? Moi, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Je suis pas. Moi, j'ai pas envie d'aller le voir. Voilà. Moi, j'ai envie d'aller le voir. Barbenheimer alors. Ouais, je suis pas Barbenheimer. J'ai vu ni l'un ni l'autre pour le moment. Mais je vais y aller. Je vais m'instruire. Mais en tout cas, Sunshine avec Cillian Murphy, qui est un très très bon film de SF, moi je trouve. Et moi, j'aime beaucoup Danny Boyle. Je pense pouvoir dire que je n'aurais pas aimé le cinéma de genre, et en tout cas le cinéma horrifique, si je n'avais pas vu La plage et si je n'avais pas vu 28 jours plus tard. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est incroyable. Ces deux films sont vraiment voilà. Alors, après, je pense que maintenant, je peux revoir les... Alors, La plage, je l'ai beaucoup revu parce que c'est un film qui est personnellement, en tout cas, assez marquant, parce que je crois que ça correspond à l'époque où j'étais en âge de voir des films interdits aux moins de 12 ans, et je l'ai vu diffusé à la télé,
et ça m'a marqué profondément. Et donc, en fait, j'ai du mal à revoir le film. Et la BO est incroyable. Ouais. Moby. Moby, ouais. Putain, mais il fait quoi, Moby, maintenant ? Je sais pas. Moby a été colocataire avec mon père. C'est vrai ? Ah bah, Oui, c'est vrai. Incroyable. Incroyable histoire. Alors là, tous les jours, on en apprend. Il y en aura un peu comme ça de temps en temps des fun facts. C'est dingue ce que tu me dis. Eh ben, oui, c'est incroyable. Ouais. T'as casté Kavinsky d'ailleurs la semaine dernière, c'est ça pour ta coloc. Et il faudra que Moby écoute l'heure du dimanche et qu'il nous dise ce qu'il en pense. Bah, je l'ai fait. Oui, tu lui diras d'écouter. En attendant, je sais plus ce qu'on racontait sur. on était à la fin du film. Sur Petit meurtre entre amis, mais en tout cas, Danny Boyle. Réalisateur qui, moi, m'a fait aimer l'horreur. Ouais. Réalisateur... Dernier point sur la lumière dans ce film, elle est trop bien aussi. Oui, elle est trop bien. Le décor est super, l'appart est génial, et je trouve qu'il y a une manière de... Alors effectivement, oui, au début, tu as une espèce de... Donc tu as effectivement cette musique un peu techno, avec un plan qui a dû être accéléré, filmé depuis l'intérieur d'une voiture ou d'un scooter, je ne sais pas, dans les rues d'Édimbourg, pour arriver à l'appartement. Et tu as cette montée des escaliers qui est complètement lunaire parce que tu vois un type monter des escaliers sur un rythme très lent, tu vois, sur un tempo très lent, et tu as la techno derrière et tu comprends pas le montage. Tu dis attends, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Ouais. Mais effectivement, ces trucs-là de Danny Boyle sont un peu, tu vois, gros sabots, un peu violents. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui manie le suspense de manière assez habile en fait. Ouais, et puis je trouve que c'est vraiment l'esthétique 90 dans tout ce qu'elle a de plus belle, plus touchante et plus cool en vrai. Mais oui, moi, ce film, il y a une certaine nostalgie qui s'en dégage, en vrai, c'est sûr. J'ai regardé justement la série Spaced de Simon Pegg et Nick Frost il y a pas longtemps, et c'est grave la même vibe en fait, quoi, années 90 avec un groupe de potes en coloc, qui plus est. C'est vraiment la même chose, sans les meurtres, peut-être. Et en vrai, du coup, moi, je conseille de ouf aussi pour comprendre un peu cet univers anglais ou écossais. C'est pas bien de mélanger les deux. En vrai, il y a des indépendantistes écossais. Je suis désolé, mais je mélange les deux quand même. Regardez Spaced du coup aussi. Si vous avez bien aimé Petit meurtre entre amis, qui a une vibe, c'est un peu Agatha Christie en vrai ce film aussi, quoi, avec les retournements de situation, l'enquête et tout. Ça fait très Agatha Christie, quoi. Non, puis je trouve que d'un point de vue de la réal, effectivement, il y a des effets qui sont un peu probablement ce que certains pourraient qualifier d'erreur de jeunesse de la part de Danny Boyle, mais que moi je trouve vraiment chouette. Je pense à quoi ? Moi, là, tu vois, je pense comme ça. Hein. Je pense à la lumière rouge. Ah, moi j'aime bien cette scène. Et moi j'aime bien aussi. Mais je pense à la lumière rouge dans le parc, très très prononcée dans la forêt quand ils enterrent le type. Avec la brume et tout. Et moi j'aime beaucoup. Moi aussi j'aime bien. Qui fait très giallo. C'est très artificiel, tu vois, très giallo et tout ça. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le montage quand tu as le type donc David qui perce des trous dans le plafond. Il est fou. Ça. Moi je trouve ça très cool. Ces lunettes en fait. là qui brillent dans la nuit aussi, tu sais, c'est trop bien. Ouais. T'as beaucoup d'emprunts au film d'horreur pur jus, parce que Petit meurtre entre amis est une comédie noire thriller, mais c'est pas un film d'horreur stricto sensu. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais l'aspect comédie, il est hyper efficace aussi. C'est très drôle comme film. Il y a plein de passages qui sont vraiment marrants. Ouais. Notamment quand ils se déguisent quand ils vont faire du shopping et qu'ils se déguisent, ça c'est très drôle. Ou quand il se fait casser la gueule dans Ah ouais, ça c'est hyper marrant. Non, il y a vraiment des scènes qui sont très drôles. Donc regardez Petit meurtre entre amis, moi je le conseille. Je pense que c'est un film qui est intéressant par son côté fun et c'est très bien. Moi j'ai beaucoup décomplexé quoi. J'ai beaucoup aimé. Ouais, t'as bien aimé Lola. Ouais, bah oui, moi je vous ai dit, mais moi ça m'a beaucoup fait penser à La Plage, et qui est un film qui m'a beaucoup marqué aussi quand j'étais plus jeune, qui m'a fait très peur. Et là ça m'a fait moins peur, mais moi, j'aime beaucoup Danny Boyle aussi, donc je ne saurais pas trop vous en dire plus. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ouais. Et puis, c'est un film de bande aussi. Tu vois, les acteurs du son qui s'amusent aussi. Vraiment. Moi, j'aime bien. Il y a une vraie complicité qui se crée. C'est cool. Ouais. Et le jeu d'acteur aussi, c'est pareil, il est top. En vrai. Ouais. Franchement, Ewan McGregor est complètement fou, qui est trop drôle. Mais Juliette, je trouve qu'elle joue hyper bien aussi. Et David aussi, d'ailleurs. Dans la folie progressive, il joue bien aussi. Muy bien.
Et ben voilà, un film consensuel et fun, léger. Léger pour finir, terminer ouais, cette bah sélection ouais. qui n'était pas très légère. Oui, parce que l'amitié, ça peut être aussi un peu léger. Ah, oui, ça peut être un peu sympa. Bon, à la fin, ils s'entretuent. On peut aller jouer au squash entre copains. Mais ils font des blagues même en s'entretuant, tu vois, c'est ça qui est drôle. Qui a une valise d'argent ici là? Allez. Ouais, pour arranger Camille là, parce qu'elle est un peu raque pour payer son loyer. Donc bon, et ben on a parlé de 4 films assez différents les uns des autres, des films qui appartenaient pas strictement au genre horrifique, mais peut-être au thriller un peu énervé, mais c'est pas grave. Je pense que le film d'horreur c'est un peu plus large que ce qu'on veut bien l'entendre. C'est vrai. Néanmoins, on va devoir se quitter et avant de se quitter, tradition oblige, on va se raconter ce qu'on a fait le dimanche précédent. Et du coup, pour ne pas embarrasser Léo qui me fait des grands signes, je vais commencer par Lola et moi parce que je pense que je peux raconter ce qu'on a fait. Je vais vous épargner. Oui, alors déjà on va vous épargner un instant gênance, on va vous épargner les melons, on va vous épargner les accouchements, on va vous épargner toutes ces choses-là. Non, mais Lola et moi, dimanche dernier, on a fait la même chose. On était dans le sud, à la campagne, et on a tourné un petit mini court-métrage, un mini-métrage qu'on espère pouvoir vous montrer dans pas trop longtemps. Avec une grande actrice. La prochaine, Marie. On a parlé dans l'épisode en plus. Voilà. Des indices sont disséminés tout au long de l'épisode. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai eu vraiment peur en le tournant. Oui, tu as beaucoup couru aussi. J'ai beaucoup couru, mais j'ai eu très très peur. Je vous déconseille de tourner en pleine nuit dans la forêt. Peur, hein, bah oui. Donc voilà. Quelle idée. J'en profite pour glisser un petit suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Évidemment, hein, il faut aller voir sur Instagram, TikTok et Facebook. TikTok n'est pas très complet pour l'instant. Oui, on a TikTok depuis pas très longtemps, mais et personne ne peut m'en servir. Donc on a TikTok et on n'est pas au courant. Mais on a vraiment TikTok. Sachant qu'on peut faire des chorégraphies. Bien sûr qu'on a vraiment TikTok. Mais je suis en train de découvrir cette sorcellerie. Copain d'avant, je vous le dis depuis des années, il faut se mettre sur Copain d'avant. On est aussi sur Copain d'avant. Elon Musk va racheter Copain d'avant d'ailleurs. Camille, toi t'as fait quoi? Moi j'étais dans la thématique entre amis parce que j'étais au PAX de mes meilleurs copains. Ah oui. Encore félicitations. On leur fait plein de bisous. Oui. On leur fait plein de bisous, on les a loupés d'un jour. Ouais. On a surtout bu énormément de champagne. Et t'as cassé ton téléphone. Mon téléphone s'est cassé. C'était pas de mon frère. Bien sûr. C'est la gravité. Non mais je comprends. Je comprends. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et Léo, qu'est-ce que t'as fait dimanche dernier? Je sais plus. Non mais je vous jure, je sais plus. Mais t'as lancé une navette spatiale ou un truc comme ça, non? Il me semble. Ouais, je crois, ouais. Non, j'ai changé le nom de Twitter avec mon pote Elon. Ah oui. Ça s'appelle X maintenant, comme le film dont on a parlé il y a pas longtemps. Non, j'ai pas envie. Non, mais faut pas parler déjà de Musk. En fait. Mais donc l'horreur du dimanche influence à peu près le monde. En fait, d'ailleurs, on se renomme Y maintenant. en hommage à Jules. Voilà. Très bien. Très bien. Et bien sur cette c'était la meilleure reco qu'on ait jamais eue. Sur cette volée de recommandations, on va se quitter et se dire à dans 15 jours pour un... Ah non, peut-être pas dans 15 jours. Dans 15 jours, vous aurez peut-être un petit trou parce que les vacances obligent. Mais en tout cas, on se retrouve au moins, au plus tôt, dans un mois, avec un nouvel épisode pour la rentrée. Voilà. Et donc on vous fait... Encore plus en forme. Ouais. On vous fait plein de bisous si vous nous écoutez depuis le début et même si vous avez arrêté. Mais en tout cas... Non mais recommencez s'il vous plaît. Ouais, en tout cas, plein de bisous. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Merci. Salut, des bisous, bonnes vacances.